Entendu. D'abord, merci Yannick, merci de nous accueillir, l'équipe Orange, dans ce lieu totem de l'industrie 4.0. Donc on est ravis en fait, de pouvoir partager ces éléments à vos côtés. L'idée maîtresse de ce jour, c'est de vous présenter les travaux qui sont menés autour de cette nouvelle technologie qu'est la 5G et son apport pour l'industrie de demain. Et donc, on va essayer de phaser un peu les choses ensemble pour vous montrer ce qui est tout de suite disponible et puis ce qu'il va arriver dans les années à venir avec le développement de ces technologies. Pour faire cette présentation, donc moi-même, Olivier Rouget, je suis directeur de projet innovant Groupe Orange sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et je me suis fait accompagner par des experts du domaine qui sont venus découvrir le territoire chalonnais et prendre la parole. Donc à ma droite, Étienne, je peux te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Étienne Roy. Je suis senior manager au sein de l'entité d'Orange qui s'occupe de faire du conseil. Et depuis quelques années maintenant, j'ai monté la practice autour de tout ce qui est industrie digitale ou industrie 4.0. J'accompagne les clients industriels. Je suis ce qu'on appelle maintenant souvent autour de la table l'ingé digital. Et je viens apporter ma compétence digitale aux industriels qui veulent monter sur ces problématiques-là. On vous a bien présenté l'énorme complexité que ça peut représenter. Moi, mon rôle, c'est de venir alléger cette complexité et vous apporter en quoi le digital peut améliorer l'efficience, la gestion de la connaissance pour la formation ou l'habilitation des personnes, la qualité et bien évidemment la sécurité. Mais on en reparlera tout à l'heure. Merci Étienne, on continue le tour de table. Donc sur la gauche seront présents aussi nos deux démonstrateurs qui vont vous présenter les solutions actuelles de démonstration et d'application de l'industrie 4.0 et de la 5G dans le quotidien. Peut-être je vous laisse vous présenter. Olivier Fonseca, je suis expert business industrie 4.0. Donc je travaille sur les cas d'usage industriels autour de l'industrie et de la connectivité bout en bout. Patrice Besson, je suis responsable du showroom entreprise de l'agence entreprise Grand Est à Dijon. Et mon rôle est d'accueillir les clients et de leur démontrer par l'usage, je dirais, tout le spectre qu'on est en capacité de couvrir au niveau d'une agence entreprise. Ça va de la téléphonie, à l'IoT, à beaucoup de solutions. On a à peu près 70 solutions en démonstration dans notre showroom. Merci Patrice, et puis je passe la parole à Sébastien à ma gauche. Alors je vais terminer de présenter, moi je suis Sébastien Dudreuil, je suis responsable Industrie 4.0 chez Orange Business Services. Mon métier c'est de structurer la proposition de valeur d'OBS pour le marché de l'industrie, et puis de rencontrer les clients bien sûr pour la déployer, et puis la construire avec on va dire nos solutions en propre et un réseau de partenaires. Et on y reviendra également dans le déroulé de cette présentation. On a prévu pour cette matinée donc d'avoir finalement quatre moments tous ensemble. Le premier, c'est pourquoi finalement OBS et l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur le sujet, qu'est-ce qu'on fait? C'est une forme de présentation et puis d'illustration de projets que nous avons menés dans le domaine de l'industrie 4.0. Ensuite, on aura la présentation de la 5G. Donc, c'est quoi la 5G finalement, et puis on parlera de concepts un peu techniques bien sûr, mais surtout de déploiement et donc des expériences que l'on a aujourd'hui autour de la 5G pour l'industrie. Ensuite on aura un moment, donc ça sera Étienne sur la partie accompagnement et donc comment on accompagne nos clients, quelles sont les expériences d'accompagnement de nos clients dans le domaine, et puis on finira ensuite sur la partie plus vivante avec les démonstrations. Donc on vous a proposé deux démonstrations qui viendront en fin de session. Je vous propose qu'on prenne aussi les questions, je vais dire, au fil de l'eau si vous en avez, donc n'hésitez pas à nous faire signe, bien entendu. Alors, première partie, du coup, sans surprise. Alors, pourquoi OBS et l'industrie? Alors aujourd'hui, Orange Business Services, donc vous le connaissez probablement sous sa forme donc opérateur de réseau, les télécommunications. On vient de ce monde-là, mais on est également une société de services, alors plutôt informatique. Et dans cette société de services informatiques, on a une ligne directrice et une practice autour de l'industrie digitale. Alors l'industrie digitale, c'est bien l'usine que l'on va vouloir rendre plus agile grâce aux solutions numériques. Et je ne parle pas forcément de la partie compte industriel, c'est-à-dire que l'état-major du site industriel, c'est moins le métier qui est le mien en tant que responsable Industrie 4.0. Pour réaliser les projets et accompagner nos clients dans le domaine de l'industrie, donc bien sûr, on est intégrateur de solutions, donc on fait de l'informatique, on met du lien entre les différentes solutions qu'on va déployer chez nos clients. On va bien sûr apporter une couche de réseau lorsqu'elle est nécessaire, que ce soit du réseau filaire, physique ou sans fil.
Et vous avez quelques illustrations de nombre d'experts que l'on a dans les domaines que l'on va mobiliser, donc bien sûr sur toutes les practices, dont la practice industrielle. Et donc vous voyez déjà que dans cette façon d'aborder les choses, donc la question de l'usine digitale, c'est une question multi-compétences, multi-corps de métier, qui va depuis la solution informatique au sens l'informatique industrielle telle qu'on en parlait il y a encore quelques années, et sur des concepts plus avancés avec du stockage de données dans le cloud, de la cybersécurité pour que les opérations puissent continuer à tourner, et de l'accompagnement parce qu'il faut aussi gérer le changement et en même temps se préparer sur le futur. Et donc les questions autour des nouvelles technologies et la 5G rentrent en plus dans cet écosystème. Donc voilà le panel d'activités qui est le nôtre, donc ciblé pour la partie industrielle. Les préoccupations des clients que nous rencontrons aujourd'hui, donc c'est vraiment les préoccupations de ces deux années, hein, celle qui est en cours, celle qui est derrière nous, et probablement la troisième qui sera devant nous l'année prochaine. Donc on a vraiment 3 axes principaux qui intéressent nos clients dans le domaine de l'industrie. Je parle bien des usines à nouveau. Donc toute la question autour de l'exploitation de mes données. Donc comment je récupère les données utiles de mes sites de production. Qu'est-ce que je peux en faire pour en tirer de la valeur. Toutes les questions autour de comment je le fais, où je les stocke, où je les mets à disposition, sous quelle forme, est-ce qu'il faut que j'instrumente davantage mes machines, certaines sont déjà connectées, certaines ne le sont pas, elles sont plus anciennes, comment je fais, voilà pour aller travailler sur la collecte de données. On n'est pas tellement uniquement dans les questions qui sont autour du temps de fonctionnement des machines et des calculs de TRS, on est bien sur la valeur ajoutée que vont apporter ces données dans l'ensemble des directions qui peuvent être le contrôle qualité, une meilleure collaboration entre les personnes, la maintenance et ainsi de suite. Les questions plus récentes que les clients se posent aussi dans le domaine de l'industrie, dans ces questions de la donnée, c'est comment les données vont m'aider à avoir une ambition RSE, en tout cas à atteindre mes ambitions RSE. Qu'est-ce qui peut être fait grâce à ça sur la partie productive? La deuxième thématique qui intéresse nos clients, donc c'est finalement aussi le sujet du jour avec les questions de la connectivité, donc des réseaux. Quel réseau, pour quel usage, comment je les déploie, comment je peux m'en servir pour être plus efficient, bien sûr, lesquels je choisis, mais également comment je peux travailler à distance. Donc c'est une question qui s'est posée intensément récemment. Donc comment je peux travailler à distance, mais y compris mon usine, comment je peux la faire tourner avec des gens qui sont à distance. Ouais, ces questions-là, comment j'accède à mes machines à distance, comment je peux les maintenir sans me déplacer. Et la 5G est également un point d'attention en forme de préparation. Et bien demain, ces réseaux-là, comment je les structure. Et puis le dernier sujet très actuel aussi, autour de la cybersécurité. Il ne passe pas un jour sans que des sites industriels soient en difficulté sur des aspects de cybersécurité et en situation critique. Et donc c'est un sujet important pour nous aussi. Travailler sur la sécurisation de l'outil de production, au même sens que l'état-major industriel et la base de messagerie et tout le ERP qui va fonctionner, eh bien les automates, les systèmes industriels sont aussi critiques. Et donc comment on va permettre de les durcir, protéger, donc identifier les menaces, analyser et puis bien sûr protéger. Voilà les 3 grands domaines sur lesquels aujourd'hui dans la sphère industrielle les clients nous questionnent. Alors pour vous exposer quelques situations et quelques illustrations de projets que nous avons réalisés avec nos clients, j'en ai choisi 4. Le premier, c'est comment on peut travailler sur l'amélioration de la disponibilité de l'outil de production. J'en parlais un petit peu en préambule. Donc j'ai une usine, j'ai différents types de machines, j'ai des cycles de maintenance, j'ai des cycles de maintenance, on va dire, préventifs, donc ils sont très organisés à date ferme. J'ai des cycles de production, je dois rattraper du retard, je dois accélérer par exemple. Comment je peux synchroniser tout ça? Alors le concept qui est maintenant, c'est le concept de la maintenance en juste à temps finalement, confine aux aspects de maintenance prédictive. J'anticipe sur les défaillances demain pour les traiter le plus en amont sans me perturber au moment où je peux mieux le faire. Et donc, on est sur les principes d'instrumentation effectivement des machines. Donc, les machines qui sont déjà automatisées, des fois ont des automates communicants, donc on peut prendre des données. Certaines machines ne sont pas outillées suffisamment, donc il faut rajouter de la captation de données, donc des capteurs par exemple de vibration, de température. On le fait bien sûr avec l'écosystème qui nous accompagne, donc nos partenaires sur ce type de dimension-là. Comment je récupère toutes ces données, où je les mets, où je les sécurise. Et puis ensuite, donc la question de mettre en avant la synthèse de ces données, l'information utile. Donc soit du dashboarding avec des choses très simples. Je vais sortir quelques indicateurs et quelques alertings que je vais transférer en temps réel. Ou bien des choses plus avancées pour la maintenance préventive, prédictive, avec des concepts d'intelligence artificielle. Donc faire tourner du machine learning
pas forcément d'ailleurs très compliquées sur les machines tournantes et les choses simples, que l'on va pouvoir mettre à disposition et qui permettront d'avoir une notion d'anticipation sur les défaillances à venir pour intervenir au meilleur moment. Les questions de cybersécurité sont bien sûr importantes puisque dès qu'on fait circuler des données, ça veut dire qu'on a un réseau. Dès qu'il y a un réseau, il y a une possibilité qui se passe des attaques, en tout cas qu'il y ait des incidences liées aux attaques. Et donc la question cyber va être prégnante dès la construction de ces projets de collecte de données à l'échelon de l'usine. Une deuxième illustration, donc là on est sur la question aussi de la digitalisation des processus. Donc on a parlé des machines, mais il y a également les humains. Aujourd'hui, beaucoup d'industries fonctionnent encore avec des fiches papier, que ce soit des ordres de fabrication, des fiches de suivi, des fiches de maintenance. Et donc le gain peut être aussi important en digitalisation et en digitalisant ces processus pour avoir une plus grande efficacité, une meilleure traçabilité, une base de conservation des éléments, un meilleur partage de l'information pour qu'elle soit correctement traitée. Donc là on est plutôt sur des aspects qui sont remplacer le papier par une tablette, un téléphone, enfin tout ce qui sera plus, on va dire, simple à appréhender, plus efficace. Mais on peut aller jusqu'à effectivement prendre des données qui viennent des machines, les faire entrer dans ces systèmes-là, les mettre à disposition pour aller digitaliser. C'est à la fois, on va dire, des systèmes de suivi, c'est à la fois du workflow, puisqu'on peut suivre et déclencher des opérations. On verra quelques exemples, par exemple, tout à l'heure. Voilà le type aussi de sujets sur lesquels on va pouvoir intervenir. Et puis on reparle de sécurité. Si on met à disposition des outils digitaux à un grand nombre sur le terrain de l'industrie, ben là aussi, il faut penser à qui l'utilise, le sécuriser à minima, comment on gère la flotte. Voilà. Donc tous ces concepts-là sont aussi nouveaux dans cette appréhension, dans la façon d'appréhender la digitalisation. Un troisième exemple de ce qui est une solution de digitalisation, donc on est dans le domaine de la géolocalisation. Donc là, c'est une référence Safran. On a eu des communiqués de presse qui, dans cette dernière quinzaine, vous les avez peut-être lus. Donc on est sur le domaine de la géolocalisation en temps réel des pièces et des pièces détachées, on va dire, dans l'usine et des outillages. L'idée, c'est que sur les grandes empreintes, on puisse avoir une meilleure exécution, retrouver plus facilement ce que l'on cherche, pouvoir l'identifier rapidement. Donc sur les grands espaces, on considère qu'effectivement, à perte de vue, c'est difficile de retrouver les éléments, mais ça sert également à faire des inventaires dans des usines, on va dire, plus petites, ce type de solution. Et l'idée qui est derrière, c'est qu'une fois qu'on sait où sont les choses, donc on les trouve plus vite, donc on gagne du temps direct sur l'opération. Mais ensuite, ce que l'on peut rajouter en termes ensuite de questionnement autour de ces mécanismes prédictifs et l'intelligence artificielle, c'est de poser la question, puisque je sais où c'est, je peux dénombrer comment c'est utilisé, est-ce que c'est utilisé au bon endroit, est-ce que je mets mes stocks dans tel espace, dans tel autre, où sont les points chauds, les points froids, est-ce que j'utilise tout, est-ce que je peux décommissionner, est-ce que je surutilise, est-ce que je dois finalement avoir plus d'outillage. Voilà les questions qui vont pouvoir être traitées par ce type de solution en termes d'amélioration de la performance. Et puis pour finir sur les références, un autre type d'illustration, là aussi qui a été bien mis en avance par les aspects de Covid, mais pas que. Ça peut aussi avoir une question liée à l'environnement. Donc comment je fais en sorte que je puisse être aidé à distance par des experts, que l'expertise vienne jusqu'à moi, mais sans se déplacer. Donc on a par exemple, là j'ai pris une référence qui vient du secteur minier, et donc comment dans la mine, les opérateurs qui sont face à une situation plutôt de maintenance d'équipement peuvent être aidés à distance par un expert qui lui n'est pas sur place. Donc ce sont des démonstrations que l'on fera après, mais les outils que l'on peut avoir en termes par exemple de lunettes connectées, d'outils de communication, donc temps réel, qui permettent à l'opérateur de partager à la fois ce qu'il voit, ce qu'il entend avec quelqu'un qui est à distance et qui prendra en compte ce contexte-là pour lui apporter une réponse, qui pourra lui pointer, lui désigner des choses finalement dans sa lunette ou sur sa tablette. Voilà le type de solutions aussi qui sont déployables. Alors à la fois pour éviter des déplacements, on va dire le risque physique lié au déplacement, mais ça peut jouer aussi une forme de réponse par rapport à l'engagement RSE qui est moins de dépenses carbone, moins de déplacements. Bon, voilà typiquement le type de solution. Et vous avez compris qu'à chaque fois, derrière toutes ces solutions, c'est bien sûr de l'informatique, ce sont des briques qui ont été assemblées, c'est du réseau, et le bon réseau pour l'ensemble de ces usages-là.
Alors globalement, la digitalisation, je pense que tout le monde partage cet avis. C'est un sujet qui est jugé complexe. Alors on a eu en juin une étude avec l'IFOP et puis notre partenaire Siemens, dont je parlerai juste après, pour nous éclairer sur le marché donc des PME et des ETI. Je ne parle pas des très très grands clients au niveau national ou international, mais sur le marché des PME et ETI, la digitalisation est jugée complexe. Tant pour des aspects, on va dire, de culture, de moyens engagés pour préparer le terrain, de gestion du changement, de coûts et donc de rendement à atteindre derrière grâce à la digitalisation. Pour autant, les entreprises sont conscientes que derrière la digitalisation se cache probablement un gisement d'efficacité. Alors tant d'efficacité sur les opérations directement, mais de bénéfices global et collectifs non chiffrables par poste sur l'ensemble de l'entreprise. Donc il y a un gros faisceau d'attention et d'intérêt. Et donc la majorité se fait l'écho en disant on a besoin d'être accompagné. Alors l'accompagnement prend des formes différentes, mais globalement, ce sont des sujets pour lesquels on doit être accompagné. Et donc dans notre stratégie de partenariat, dans la façon d'adresser le marché, c'est pour ça que je disais en début de session, donc on tisse un réseau de partenariats. Et donc par exemple, on a signé un partenariat ambitieux avec Siemens, donc Siemens Digital Industries en France, pour travailler sur la facilitation de l'adoption de la digitalisation dans l'espace industriel. Comment on va procéder? Donc, lorsque l'on a besoin de digitaliser l'usine, il faut faire circuler finalement l'information et les données entre les machines, quelque part, entre les hommes, et puis probablement l'état-major et le système central du compte industriel. Pour ce faire, donc on est dans le domaine de la convergence des informations et des réseaux. On parle de l'OT, le monde des opérations, l'IT, le monde vraiment de l'état-major. Et donc, pour faire cette convergence, il faut associer deux cultures, deux mondes. Donc, le monde des opérations, vraiment les solutions lourdes et fortes pour l'industrie, Siemens en fait partie, et puis le monde de l'intégration, les gens qui connaissent les deux métiers pour mettre le lien entre les différentes solutions et qui parlent aussi avec les DSI de ces comptes industriels, et bien en l'occurrence OBS. À nous deux, on est censé travailler sur la facilitation donc, de l'adoption dans l'industrie des solutions. Donc, on va revenir sur cette expression derrière. L'idée, c'est qu'on puisse amener les solutions durablement dans la sphère industrielle qui vont répondre bien sûr aux enjeux en facilitant la mise en œuvre. Alors ce partenariat, il est construit bien sûr pour répondre aux préoccupations de nos clients, dont je les ai cités en démarrage. Et donc vous retrouvez finalement que dans les solutions qu'on va pouvoir déployer ensemble, on va toucher les trois grands domaines dont je parlais. Donc tout ce qui va toucher autour de la donnée, donc bien sûr superviser les machines, travailler sur la maintenance conditionnelle, travailler sur des concepts autour de la qualité, donc la vision assistée par ordinateur, donc on parle plutôt de computer vision avec des moteurs de machine learning et d'entraînement, par exemple pour des fins de contrôle de la qualité, est-ce que mes pièces, mes assemblages, mes ajustements sont bien préparés, est-ce que mon résultat est correct, mais également sur des aspects de mise en lumière de l'ensemble des données d'entreprise. Donc on a parlé de cockpit 360 degrés. L'idée, c'est de pouvoir corréler finalement des informations de fonctionnement de mon usine. Est-ce que mes machines sont opérationnelles? Est-ce qu'elles vont le rester longtemps? Est-ce qu'on est déjà dans une situation qui est en train de se dégrader avec une panne potentielle? Et puis corréler avec les données qui viennent de l'extérieur, comme le RP qui dit dans une semaine, je vais avoir besoin d'augmenter mon rythme de production de 30% vu tout ce que j'ai à produire. Corréler ces données, ça permet de se préparer et d'aller anticiper, donc d'améliorer globalement l'efficacité. C'est une illustration, mais on pourrait très bien imaginer d'autres exemples. C'est ce que l'on met derrière ce cockpit 360, voilà. Rapprocher des données qui viennent de mondes différents pour le bien de l'efficacité. Sur les réseaux, des choses qui sont un peu plus directes liées au métier. Donc, comment les réseaux de l'usine, les réseaux de l'opération et les réseaux de l'IT vont fonctionner ensemble pour partager des informations, tout en étant bien sûr sécurisés et relativement étanches. Comment ces réseaux vont quand même me permettre d'accéder aux machines à distance pour faire de la maintenance, mais sans risque de cybersécurité. Comment je vais pouvoir bien sûr contrôler, administrer ces réseaux, puisque c'est un métier également, et vous le savez. Et puis, quelle est la place donc, des réseaux basse consommation et des réseaux 5G, alors soit publics, soit plus privatifs, dans mon écosystème, et qu'est-ce qu'ils vont me permettre de faire en plus, et donc les adopter, les déployer. Bon, voilà ce qui est dans ces solutions. Et la cybersécurité, on va être sur donc les choses adaptées des mondes des technologies de l'information, mais ramenées dans l'outil. Donc comment je peux donc
intervenir pour supprimer les logiciels malveillants, y compris sur le réseau des opérations, sur les PC de supervision, les PC SCADA par exemple, mais jusqu'à la partie automate. Comment je vais pouvoir vérifier que sur mon réseau, je n'ai pas de pénétration, donc faire des tests de pénétration, mais également pouvoir détecter les signaux faibles qui font qu'un fonctionnement paraît doucement anormal et un précurseur à une intrusion beaucoup plus importante. Et puis les questions aussi qui sont dans l'actualité autour des clouds de confiance. Si moi, industriel, je mets mes données dans le cloud pour bénéficier d'un certain nombre de services, mais comment je le fais en toute sécurité dans un tiers de confiance, pas forcément souverain. C'est là toute la différence entre souverain, c'est France, de confiance, c'est celui qui est jugé de confiance par le client. Donc on est là pour accompagner, expliquer ça aussi dans le cadre de ce partenariat et faire tourner les éléments aux bons endroits. Bon, voilà le type par exemple de cas qui sont couverts par cette approche. Et donc, pour les réaliser, on va se retrouver finalement sur cette empreinte-là, en mettant en commun nos solutions, et puis ceux d'autres qui vont aussi devoir être mobilisés, parce que je vais par exemple parler de câblier, mais à un moment donné, quand on fait partie du projet, il faut aussi peut-être câbler, donc il y a électriciens, câbliers qui peuvent intervenir dans ce domaine. Donc, un côté vraiment usine dans lequel on aura le monde du SCADA, le monde du contrôle-commande, le monde des automates, demain, le monde du edge, donc finalement le PC industriel que l'on remet près de la machine avec ces traitements de proximité, mais en lien avec le cloud. Comment je cybersécurise et comment j'ai mes réseaux qui viennent en complément supporter l'ensemble des usages, puisque le réseau est bien vu comme un support et pas comme une fin en soi. Même si souvent il y a deux équipes, il y a une équipe réseau, il y a une équipe opération. Enfin, les deux doivent être bien associés. La question des réseaux privatifs, donc on y viendra dans les questions autour de la 5G. Est-ce que j'ai besoin d'un réseau cellulaire, privatif, public? Qu'est-ce que je mélange comme usage? Qu'est-ce que je ne mélange pas? Et puis, vous avez le monde de l'extérieur, donc le monde du dashboarding, des KPI, de la corrélation de données qui s'inspire de l'extérieur et qui peut venir aussi prendre des données de l'extérieur, venir, donc par exemple, les marchés, là on a pris l'exemple par exemple de la production électrique, voilà, la vision du coût de l'électricité à venir corrélé avec mes besoins de production et puis ainsi de suite. Voilà tout ce que l'on peut du coup mettre en œuvre dans le cadre de ces approches. Je parle de ce partenariat, mais de ces approches. Voilà, c'était sur la partie vraiment illustration des cas d'usage. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, on peut les prendre. Vous êtes amené à utiliser des jumeaux numériques dans votre processus, dans vos processus. Oui, alors c'est sûr que OBS n'est pas un spécialiste des jumeaux numériques, on va dire du process industriel. Par contre, chez Siemens, on va le trouver ou chez d'autres. Donc, on va plutôt prendre des solutions qui existent sur le marché. On aura de notre côté, par contre, des approches de jumeaux numériques un peu plus simples, parce qu'on sera moins sur la machine, mais on sera plus sur le process. Donc, du jumeau numérique autour de la localisation. Donc, finalement, j'ai un jumeau numérique de mon usine au sens opération, circulation, déplacement. On en aura également sur des jumeaux numériques qui sont plutôt sur les interactions de mes objets. Ça, on a également de choses, par exemple une forme finalement d'annuaire qui dit que dans mon usine j'ai à la fois un Fenwick communicant, finalement une plateforme de chargement, un camion. Voilà, pouvoir rapprocher ces mondes-là, mais la partie vraiment process, elle sera plutôt portée par les solutions qui viennent de l'extérieur. Merci Sébastien. Donc la thématique de ce jour concerne les apports de la 5G pour l'industrie 4.0. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de démystifier d'abord ce qu'est la 5G et de voir comment elle s'intègre avec des protocoles et des réseaux qui sont déjà existants. Donc de façon très simple, 5G comme 5e génération, c'est la 5e génération de réseaux cellulaires, donc de réseaux à portée, avec donc une évolution depuis les années 80 jusqu'à ce jour, avec deux éléments qui étaient quand même très, très majeurs. D'abord, l'arrivée du GSM en réseau 2G dans les années 90, et donc le premier échange en fait de SMS, donc de messages écrits entre terminaux, voire entre terminaux et machines. Ensuite, les années 2000 ont vu l'arrivée de l'Internet sur le réseau, et l'apport de l'iPhone a été d'une grande conséquence, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir l'Internet dans sa poche et que derrière on pouvait développer des applications utiles aussi bien pour le monde industriel que pour le monde grand public. Et puis l'arrivée de la 4G qui a permis d'avoir l'Internet haut débit dans la poche et dans le réseau a permis d'ouvrir un certain nombre de nouveaux usages très, très importants, et notamment l'usage vidéo. Et donc, on se rend compte que dans cette continuité, la 5G est un nouveau réseau qui apporte encore plus de capacité, de facilité, mais qui va aussi nous ouvrir des champs vraiment beaucoup plus intéressants en termes de gestion et de production, puisqu'on va pouvoir aussi
garantir de la sécurité de données et garantir de la sécurité de gestion et de protocoles en fait totalement garantis, prioritaires, etc. Ce qui va permettre de travailler en fait sur de nouveaux usages et de mettre en place des processus qui sont très critiques et qui vont utiliser ces réseaux cellulaires. Et donc ces processus très critiques vont pouvoir s'appliquer aussi bien au monde industriel, ce sera un des exemples et une des illustrations que nous allons traiter, mais évidemment aussi à des processus plutôt médicaux ou à des processus de transport. Donc on se rend compte que ce réseau 5G nouvelle génération qui est capable d'assurer une qualité de service et qui est capable de différencier un certain nombre de flux, ouvre le champ de l'ensemble des possibles et donc de s'affranchir du fil, de la connexion pour l'ensemble de ces thématiques. Alors pourquoi la 5G ? D'abord, constat très simple, on double la consommation de données chaque année. Donc de plus en plus de données sont transportées, véhiculées. Il faut que les réseaux soient en mesure en fait, de transporter ces données. Dans un premier temps, Orange et l'ensemble des opérateurs sur le territoire français déploient la 5G plutôt sur les zones très denses, sur lesquelles nous allons avoir un début en fait, de saturation des technologies 4G. Donc il est nécessaire de densifier le réseau et de continuer à véhiculer l'ensemble des services sur le réseau mobile. Bien évidemment, il y a la problématique de 8 milliards de terriens à connecter à l'Internet aujourd'hui. Et la 5G va être en partie une des réponses de connexion à l'ensemble de ces populations. Alors, sur nos territoires français ou européens, on a un gros déploiement de fibres. Donc la 5G n'est pas une problématique première pour donner l'accès à l'ensemble des habitants à l'Internet, mais sur des territoires un peu plus complexes, on se rend compte que la 5G peut aussi parfois être une alternative à des réseaux filaires qui sont un petit peu compliqués ou qui sont mal desservis. Et puis surtout, et ça c'est la vraie promesse de la 5G, c'est de pouvoir aller connecter les 25 milliards d'objets de demain. Milliards d'objets qui seront dans l'industrie, bien évidemment, pour gérer un certain nombre de processus industriels et de controlling, mais peut-être aussi des objets qui seront présents dans nos maisons, dans nos environnements domestiques, pour avoir des maisons communicantes, des maisons beaucoup plus domotiques et beaucoup plus automatisées. La 5G, c'est surtout un réseau évolutif. Un réseau évolutif, mais totalement optimisé. On s'engage en fait à avoir un réseau 5G qui soit le plus économe possible en matière énergétique et en matière de contribution environnementale. Tout d'abord, en fait, le fait de pouvoir réutiliser des sites, des points hauts qui sont déjà existants, qui hébergent les technologies 3G ou 4G pour venir mettre les antennes 5G et donc densifier le réseau. Ensuite, c'est la capacité à couvrir l'ensemble de ces nouveaux territoires pour avoir ce réseau qui se déploie progressivement et qui va ouvrir le champ du possible. Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est aussi la capacité d'avoir un débit qui soit beaucoup plus grand. On double au minima le débit de la 4G et on espère multiplier par 10 à la fin du déploiement. Et puis, ça ouvre l'ensemble des nouveaux champs et des possibles pour ces nouveaux processus industriels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la 5G, c'est à la fois une révolution en termes de gestion de réseau, en termes de services mis à disposition, mais ça vient de toute façon en complément de ce qui existe déjà. Et ça, c'est très important puisque c'est la somme de tout qui va permettre de mettre en place ces nouveaux processus industriels. Donc la 5G, elle vient en complément, elle vient des réseaux 2G, 3G, 4G que l'on a vus. Il y aura un projet de décommissionnement de ces réseaux à terme, mais pour l'instant, ce n'est encore pas à l'ordre du jour. Pour la petite histoire, le réseau 4G continue à être déployé sur le territoire de façon à permettre d'avoir du haut débit partout dans la poche sur l'ensemble du territoire. Et puis on voit que des applications très simples comme la voix, typiquement, étaient jusqu'à présent encore véhiculées sur le réseau 3G et est devenu un transport du réseau 4G depuis un peu plus de 2 ou 3 ans. Donc on voit que ce sont des réseaux qui vont de toute façon continuer à exister. Et donc ces réseaux sont complémentaires avec les réseaux Wi-Fi que l'on peut trouver aussi bien dans l'entreprise ou dans les systèmes bureautiques des sociétés, avec les réseaux LoRa qui sont les réseaux bas débit pour les objets connectés, avec les réseaux LTE-M qui sont la variante 4G pour l'Internet des objets très longue distance, et puis évidemment complémentaires avec toutes les technologies de transport
de l'Internet que sont le DSL, la fibre, et puis les technologies pilotées par logiciel qu'on appelle SD-WAN qui permettent d'optimiser ces réseaux. Alors la 5G, c'est à la fois une évolution et une innovation. C'est une évolution puisque c'est un réseau qui est standardisé. L'organisme 3GPP a standardisé les protocoles de communication de la 5G de façon à ce qu'elle soit quasi universelle sur l'ensemble du territoire et de la planète pour qu'on puisse interconnecter ces réseaux. C'est une évolution puisque un certain nombre de terminaux sont déjà compatibles. Pour certains d'entre nous, nous en avons dans les poches. La 5G a été ouverte à Chalon-sur-Saône depuis un peu plus d'une quinzaine de jours. Donc on peut aujourd'hui accéder au protocole 5G sur l'ensemble du territoire. C'est évidemment une évolution des sites radio, comme je l'ai dit. On rajoute des antennes sur les pylônes déjà existants de façon à avoir une densification de la couverture et une adaptation en fait, de la couverture. Mais c'est aussi et surtout une innovation. Et quand on parle d'innovation, tout est à créer avec ce nouveau réseau, avec ces nouveaux protocoles. D'abord, on va avoir des nouvelles antennes qu'on va dire actives ou qu'on va dire intelligentes. Bref, on va mettre de l'intelligence dans l'antenne, dans le faisceau radio. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre d'avoir de la meilleure capacité, plus de performance et une meilleure latence. Les antennes sont intelligentes puisqu'elles vont être capables de dialoguer directement avec les objets auxquels elles sont rattachées, que ce soit des objets IoT ou que ce soit des terminaux mobiles. La 5G, c'est aussi plusieurs fréquences. On le verra un peu plus tard. La somme des fréquences va permettre d'ouvrir l'ensemble des nouveaux usages. Le bas débit, le très haut débit, le très rapide, celui avec beaucoup de volumétrie de données, l'instantané. Et ça, c'est très important. La 5G, elle se combine aussi avec l'arrivée de nouvelles technologies. Et c'est l'ensemble de ces nouvelles technologies qui font la richesse de ces développements. On parle du cloud computing, on a parlé un petit peu du edge aussi. Le fait de ramener un peu de puissance de calcul, soit à proximité des antennes réseau, soit directement à proximité des industries pour avoir un calcul qui soit plus proche en fait, de l'ERP ou du système de production. Et puis, c'est une nouvelle architecture de réseau, puisqu'on va aussi mettre de la virtualisation dans le réseau, donc des nouvelles technologies pour piloter le réseau de téléphonie mobile. Et l'ensemble de ces technologies agrégées permettent d'avoir des services qui sont à la fois plus flexibles, plus autonomes et qui vont permettre aussi de faire de la qualité de service, de faire de l'engagement de qualité sur le réseau et donc de la priorisation de flux. Et ça, c'est très important puisqu'on va gérer sur le réseau l'équivalent d'une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute ou l'équivalent d'une sirène de pompiers qui va pouvoir être totalement prioritaire sur le réseau pour générer des flux critiques. Et on parlera de flux critiques dans les protocoles notamment de véhicules connectés qui demain peut-être deviendront autonomes. Et puis on parlera aussi de flux critiques dans la gestion des outils de production, des ERP de l'entreprise ou dans les mécaniques de médecine ou de médecine à distance ou de télémédecine. Et donc ça, c'est une nouvelle intelligence, c'est-à-dire que grâce au réseau 5G, on peut mettre en fait ces couches de superposition pour différencier les différentes fréquences qui sont utilisées, les différents protocoles et gérer la priorisation ou déclencher la priorisation quand elle est nécessaire. Et ça, c'est quand même très, très, très nouveau. Alors, ce qui est important, c'est que le réseau 5G, c'est aussi un réseau qui sera énergétiquement plus efficace. Et ça, c'est une vraie promesse qui est faite par la technologie et qui est appliquée dans nos déploiements. Donc, on installe des antennes 4G sur les pylônes déjà existants. Et dès le début de son installation, on peut avoir une 5G qui est environ 2 fois moins énergivore que la 4G actuellement. Quand on compare avec la croissance du nombre de données, globalement, on peut dire qu'on va utiliser de plus en plus de données et réduire malgré tout la consommation énergétique. Et ça, c'est une vraie question sociétale très importante. Il faut que les réseaux évoluent, il faut que la donnée puisse être transportée, mais il faut aussi qu'on s'engage à réduire la consommation énergétique. Et ça, la 5G permet de le faire. Et la 5G permet de le faire pour des raisons qui sont très simples. Alors, on ne va pas parler de trop technique, mais juste pour essayer de schématiser un petit peu. Quand on a un réseau 4G, on a une antenne 4G qui a à peu près 16 micro-antennes à l'intérieur et qui diffuse et qui rayonne.
l'antenne 4G, elle rayonne à destination de l'ensemble des équipements qui sont accessibles sur le territoire. La 5G, elle fonctionne un petit peu différemment. On a des antennes qui ont des micro-antennes à l'intérieur avec 64 composants et qui vont être allumés en fonction du besoin. Donc chaque micro-antenne va discuter non pas en forme de rayonnement global et massif, mais avec un rayonnement qui soit direct en regard du terminal ou de l'objet qui doit communiquer. Et ça, c'est très intéressant parce que d'une part, ça permet de réduire énormément la consommation énergétique. Pas besoin de rayonner si on ne l'utilise pas. Petit 2, ça permet de garantir une meilleure fonctionnalité puisque la 5G va discuter directement avec l'objet dans un flux qui est synchrone, qui est full duplex, donc aussi bien la remontée d'informations que la diffusion d'informations. Et puis, ça permet aussi d'anticiper de nouveaux fonctionnements. Ces micro-antennes qui discutent en direct avec l'objet, on va avoir la capacité à être mises en veille ou éteintes lorsqu'on n'en a pas besoin. Typiquement, lorsque le réseau autoroutier sera couvert, peut-être qu'il y a des moments de la nuit où il y a beaucoup moins de véhicules, donc ce n'est pas la peine de diffuser le rayon et on peut éteindre un certain nombre d'antennes. Ce sera encore plus valable sur un certain nombre de routes de campagne qui seront couvertes. Lorsqu'il n'y a pas du tout de trafic, ce n'est pas la peine d'avoir une antenne qui soit active et qui consomme de l'énergie. Elle a l'intelligence de se mettre automatiquement en veille et d'être réveillée au passage d'un véhicule, au passage d'un piéton et être disponible à ce moment-là. Et ça, c'est quand même un vrai gros enjeu de cette nouvelle technologie et un vrai apport. Alors, on va quand même démystifier un peu le déploiement de cette 5G. Le déploiement de la 5G, il va vraiment se faire en 2 temps. Il a démarré aujourd'hui, en 2020, en 2021, avec une densification du réseau, avec la mise en place d'un certain nombre d'antennes sur le territoire pour permettre d'avoir de l'Internet très haut débit dans la poche et communiquer avec des terminaux. On a un débit maximum théorique aujourd'hui d'environ 2,1 gigabits. Donc c'est la fibre dans la poche. En pratique, on s'apercevra qu'on oscille plutôt entre 500 et 1 gigabit, mais ce qui sont déjà des débits vraiment très intéressants. Et ça, c'est la densification du réseau sur toute l'année 2020, 2021 et 2022. Ça va permettre de connecter plus de monde, ça va permettre de garantir aussi les problématiques de saturation du réseau 4G en zone très dense. Mais la promesse de la 5G, elle va venir aussi après-demain, à partir de 2022-2023, où on va pouvoir vraiment massifier le déploiement et massifier l'utilisation et commencer à pouvoir connecter un certain nombre d'objets connectés avec une très forte densification sur les objets connectés. Et puis surtout, bénéficier grâce à l'intelligence du réseau 5G de toutes les fonctionnalités inhérentes. Donc la qualité de service, la priorisation, le temps de réponse très très court qui vont permettre d'avoir des réactions et de l'utilisation très très rapide. Alors, si on regarde un peu la stratégie de déploiement des fréquences, comme je vous l'ai dit, la 5G, elle utilise plusieurs fréquences. On ne va pas rentrer dans le technique, mais il y a des fréquences basses qui vont permettre de faire de l'Internet des objets très massifs, sur de très grandes distances, plutôt en milieu rural ou en milieu urbain. Donc, c'est des bandes de fréquences 700 MHz, qui sont aussi des bandes de fréquences partagées avec la technologie 4G aujourd'hui. Donc, ça sera une évolution, en fait, de ces réseaux. Aujourd'hui, on fait une priorité sur les bandes de fréquences 3,5 GHz, donc dans la plage 3,4, 3,8. Donc là, c'est des fréquences qui sont tout de suite disponibles en 2020 et qui permettent d'améliorer énormément le débit et qui améliorent en partie la couverture et qui viennent densifier le réseau. D'autres bandes de fréquences seront partagées avec la 4G et la 5G. Et qui seront très, très évolutives, ce qui permet de travailler aussi sur de nouveaux campus et de nouvelles connexions. Et puis, la 5G va permettre aussi demain, après-demain, de travailler sur des fréquences qui sont beaucoup plus hautes, la fréquence du 26 GHz, alors qui aujourd'hui n'a pas été mise aux enchères par l'État, donc ça reste dans des phases expérimentales. Ça a été aussi expérimenté en Corée et aux États-Unis, avec des temps de réponse qui sont très très rapides et une couverture qui est très très bonne. À l'inverse,
plus on monte haut dans les fréquences, plus la pénétration indoor est un petit peu compliquée. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi tout un travail d'aménagement en fait, du territoire et d'aménagement des entreprises et des usines pour pouvoir connecter l'ensemble de ces technologies et qui répondront à plusieurs problématiques, celle des véhicules autonomes, celle de la santé connectée, celle de l'Internet très haut débit dans la poche ou de l'industrie 4.0. Et c'est la force de cette technologie 5G de pouvoir agréger plusieurs bandes de fréquences pour adapter le signal en fonction du terminal et du mode de protocole avec lequel elle doit échanger. Alors, quels usages de la 5G, quels usages aujourd'hui et quels usages demain? La 5G, on peut la représenter sous forme pyramidale, avec le haut, c'est on augmente le débit. En bas à droite, c'est on augmente la criticité et la fiabilité. Et puis en bas à gauche, on augmente la densification du nombre d'équipements. Donc ça permet d'imaginer de plus en plus en fait, d'usages et de travailler sur ces trois axes en fait, que propose la 5G pour trouver le use case adapté à la problématique. Donc aujourd'hui, on peut vraiment démontrer de plus en plus l'usage du très haut débit mobile avec la vidéodiffusion très large bande, la capacité à télécharger un film très très rapidement, la capacité à travailler avec des outils de maintenance et de réalité virtuelle en temps réel, et donc vraiment à des processus industriels qui s'intègrent dans le processus de l'entreprise. On en verra quelques démonstrations tout à l'heure. Et puis on peut très bien imaginer demain, avec l'évolution de la 5G en 2023, travailler sur des environnements très critiques d'Internet des objets, des robots, très critiques en production, la télémédecine qui nécessite d'avoir un acte chirurgical à distance très rapide, garanti, contrôlé et forcément totalement maîtrisé. Et puis travailler aussi sur la partie ce qu'on appelle Massive IoT, donc déployer de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'Internet des objets avec un réseau qui est capable de le traiter, de l'analyser et de restituer la donnée au bon endroit. La 5G, comme je vous l'ai dit, c'est une technologie qui s'accompagne avec d'autres technologies. On n'oublie pas aussi les accès fixes. Les accès fixes sont de toute façon complémentaires en fait, à cette technologie. Et on voit que sur un certain nombre de territoires où la 5G sera disponible, elle va permettre d'accélérer le déploiement du réseau très haut débit dans certaines zones. Elle va permettre aussi d'imaginer de nouveaux usages dans les chantiers ou dans les salons, donc en nomadisme, avec du très haut débit dans la poche. Elle va permettre aussi de travailler sur la remodélisation de l'usine avec des chaînes de production qui seront peut-être agiles ou mobiles, sans connexion filaire et qui, grâce à la 5G, vont pouvoir être déplacées au sein de l'entreprise de façon à gérer du just-in-time et les méthodes de production. Et puis, elle servira aussi de secours ou d'hybridation du réseau quand c'est nécessaire pour densifier en fait, la connexion. On verra que dans les années à venir, il y aura plusieurs modes de déploiement pour l'industrie de la 5G. Une pratique qu'on va appeler plutôt standalone, qu'est-ce que c'est? C'est construire de A jusqu'à Z un réseau utilisant les technologies 5G en mode totalement privatif sur un campus industriel ou sur un campus d'usine. L'intérêt, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités inhérentes à la 5G, la rapidité, l'exécution, le temps de latence très faible, mais dans un mode totalement privatif. Donc c'est la reconstruction complète de ce type de réseau. Aujourd'hui, c'est plutôt destiné typiquement aux usines Céveso, par exemple, qui ont besoin d'avoir un fonctionnement temps réel et 100% autonome. Ça peut être aussi destiné à d'autres technologies comme l'industrie militaire ou l'industrie nucléaire qui a besoin en fait, de cloisonner complètement en fait, sa technologie. On verra que la 5G elle permet de faire d'autres choses et qu'elle permettra aussi d'aller chercher d'autres façons de travailler sur le réseau avec des modèles hybrides ou virtuels. Virtuel, c'est la capacité à utiliser le réseau de l'opérateur 5G, le réseau d'Orange ou d'un autre opérateur, et de mettre des fonctionnalités de privatisation de ce réseau. De garantir, en fait, sans avoir besoin de réinstaller des antennes, sans avoir besoin de couvrir un site, d'avoir un usage très privatif du réseau pour les besoins industriels. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser des bandes de fréquences qui sont livrées par l'État aux opérateurs.
Les industriels n'ont pas besoin de racheter des bandes de fréquences et ça va permettre de mettre en place de nouveaux réseaux de communication au sein des usines. Et puis, on pourra avoir aussi un modèle un peu plus hybride qui permettra d'utiliser les technologies 5G et les modes de fonctionnement de l'opérateur, d'avoir une 5G privative dans l'entreprise, mais d'avoir une continuité de service lorsqu'on sort de l'entreprise avec le réseau 5G opérateur, et d'avoir aussi une densification du réseau 5G sur le campus industriel en réinstallant des antennes, en réinstallant des équipements qui vont communiquer en duplex avec le cœur de service opérateur. Et ça, c'est très intéressant puisque ça permet d'avoir une densification ou une meilleure pénétration des ondes ou une meilleure classification des sujets. Donc on voit que dans les années à venir, les industriels, les chefs d'entreprise, les PME, les TPE auront des choix à faire sur la façon d'appréhender le réseau 5G dans leur mode industriel et dans leur campus. Et notre travail, ça sera aussi de conseiller sur ces différents modes, puisqu'il n'y a pas un mode qui est meilleur qu'un autre. Chacun répond à une problématique d'usage et de qualité de service sur le site. Typiquement, dans le cadre du réseau public, on imagine très bien un opérateur d'autoroute qui a besoin de privatiser une partie du réseau pour ses propres besoins, mais il n'est pas du tout question de reconstruire un réseau 5G totalement dédié sur un tronçon d'autoroute, ça serait beaucoup trop coûteux. Donc l'idée de pouvoir privatiser un petit bout du réseau des opérateurs télécoms va permettre d'avoir une garantie de service et de développer de nouveaux usages tout en utilisant un réseau public. Alors tous ces usages innovants de demain seront à co-construire avec les entreprises. On a vu que la 5G, elle commençait à être déployée aujourd'hui et puis qu'elle allait accélérer en 2023-2024 avec des nouvelles bandes de fréquences. Ce qu'on propose chez Orange, c'est de mettre à disposition des espaces de co-innovation, de tests, de découverte de ces nouvelles technologies 5G, celles qui sont déjà existantes et celles qui vont arriver. La qualification des équipements de l'ensemble des intégrateurs et des équipementiers télécoms. Et donc, proche de chez nous, nous avons la chance d'avoir l'Orange 5G Lab de Charbonnières, qui est dédié à l'industrie 4.0 et qui va permettre de faire du test et du protocole. Alors, pourquoi les Orange 5G Lab ? D'abord, pour découvrir ce qu'est la 5G d'aujourd'hui et ce que sera la 5G de demain. Ce sont des lieux d'expérimentation, donc des lieux sur lesquels nous implémentons déjà les technologies futures. La technologie avec les nouvelles bandes de fréquences, le micro-cloud à proximité. Donc la possibilité de visiter, d'avoir des démonstrations pédagogiques, de découvrir les travaux de recherche du groupe Orange. Et puis le deuxième, ça permet aussi aux PME, aux TPE, aux ETI qui ont un projet, qui réfléchissent à la construction de leur nouvelle chaîne de production, à la modernisation de leurs usines, de venir tester, d'anticiper ces besoins et de faire des tests, des proof of concept, de voir la véracité du projet et de voir la réalité du projet et les contraintes du projet dans un environnement qui leur est dédié et qui va permettre de tester ces nouvelles technologies. Le réseau de l'entreprise de demain, il sera temps réel. On l'a vu, on parle de just-in-time, on parle de pilotage de RP, on parle d'optimisation de l'Internet des objets. Le réseau 5G sera évidemment une des composantes principales de ces technologies. Et l'idée, c'est d'accompagner avec un écosystème qui soit très ouvert, de partenariats, Sébastien en a parlé, des partenariats avec des industriels qui vont permettre de développer, d'accompagner les projets des entreprises dans leur modernisation et dans l'adaptation de ces technologies industrie 4.0. Alors, oui, en termes de mise en œuvre. Je vais reprendre la main sur la partie mise en œuvre. Merci. Donc là, je pense que vous l'avez compris, la présentation est volontairement simplifiée parce que la 5G, elle revêt plusieurs caractères. Donc les réseaux publics, 4 opérateurs en France, les réseaux privatifs, une multitude d'opérateurs ou de sociétés qui pourront déployer des réseaux privatifs, un nouveau champ technologique et puis pas mal d'interactions avec l'écosystème, la réglementation qui est différente en France et puis à l'étranger. J'ai une question là, oui. Par rapport à l'ensemble. Si la 5G est plus pratique et plus souple que la fibre, est-ce que Internet, tout ça, va passer plutôt vers la 5G ? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de vase communicant, non, qui est prévisible ou pas ? Alors, c'est pas ce qu'on imagine parce que finalement, au pied de chaque antenne 5G, il y a de la fibre. Donc finalement, quelque part, on change un petit peu la terminaison
hein, on va terminer en 5G pour les usages mobiles, mais tout ce qui est, on va dire, les sites, les états-majors, les maisons, les domiciles vont être accordés plutôt en fibre. Et par contre, c'est une stratégie vraiment effectivement d'équilibrage, mais qu'on a déjà vécu aujourd'hui avec la 4G, il n'y a pas vraiment de différence. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre entreprise connecté au réseau, c'est la fibre, et puis vous sortez avec votre téléphone ou votre mobile avec une carte SIM et vous basculez sur le réseau extérieur, avec plus de transparence probablement, mais on voit plutôt un gros équilibre, hein, que l'en transport. Je parle de la France qui est aujourd'hui qui est dans un plan de déploiement très intense sur la fibre et où le haut débit va être présent globalement partout. Si on est sur des territoires plus isolés, ou pas tout à fait couverts, il est évident qu'on aura une meilleure qualité de service en 5G pour tous les usages qu'en ADSL, génération un peu passée par exemple. Et si on est vraiment sur des territoires très compliqués ou d'autres pays, si on prend des exemples des pays comme l'Afrique, effectivement, les stratégies de déploiement des réseaux sans fil sont beaucoup plus faciles et évidentes que les réseaux qui sont à construire physiquement. Globalement, c'est plus rapide la 5G que la fibre, ou c'est pareil? Alors, ce sont deux réseaux différents dont les usages ne seront pas tout à fait les mêmes. On arrive avec la 5G à avoir des réseaux, des débits et des latences très faibles, très importantes. La fibre est quand même en capacité un cran encore au-dessus. Voilà. Ben, par contre, c'est vrai que la fibre va avoir du mal à arriver directement sur chacun des équipements. Si on revient sur l'usine, la fibre ne va pas arriver sur chacun des équipements automates de l'usine. Voilà. Sauf sur des installations très spécialisées où on va avoir besoin de l'amener pour des questions de sécurité. Hein. Voilà. Mais globalement, dans le modèle opératoire standard, non, la fibre va pas arriver sur chacun des éléments. Donc de toute façon, le maillon terminal, ce sera soit un réseau Ethernet comme aujourd'hui en câblé, soit du Wi-Fi, peut-être de la 4G privative, et peut-être de la 5G. Ça augmente le champ des possibles et on parlera après de l'accompagnement, effectivement, et je vais en parler un peu dans la mise en œuvre. À chaque finalement usage va correspondre un réseau le plus approprié. J'ai une question concernant les réseaux privés. Vous dites qu'il y aura une multitude d'acteurs 5G, mais il n'y a pas une multitude d'acteurs qui ont acheté les droits d'usage des fréquences. Ah, alors c'est là que la question de la réglementation est importante. Donc vous avez donc le réseau public, celui qui est à l'échelon national, à portée nationale, qui est effectivement réglementé, 4 opérateurs, et ça ne devrait pas changer. On parle des fois de concentration, mais globalement, ça ne devrait pas changer. Par contre, la construction des réseaux privatifs est différente. La construction des réseaux privatifs, aujourd'hui, ce qui est prévu par les mécanismes donc, de l'ARCEP, c'est d'allouer pour un réseau privatif la licence au client et pas à l'opérateur, ce qui fait toute la différence. Ce qui veut dire qu'en France, on pourra avoir d'autres équipementiers de réseau et d'autres installateurs de réseau que les 4 opérateurs nationaux que vous connaissez, qui seront capables de produire du réseau privatif. C'est le cas aujourd'hui en 4G, donc je fais le schéma, ce sera forcément le cas aussi en 5G demain. Voilà. Et c'est à rapprocher des radios legacy comme les Tetra, Motorola et compagnie, qui sont une autre forme de communication sans fil privé. Il y a 2 grands standards qui sont sur le marché industriel. Il n'empêche qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont capables de vous installer une centrale et de déployer les talkies. Je vous en prie. Alors, on va parler de mise en œuvre parce que je ne sais pas si ça a transparu de ce que l'on a dit, mais on parle d'une nouvelle technologie. Par contre, pour l'usage industriel, c'est encore le temps de... Alors, OK, nouvelle technologie, mais par rapport à mes processus, par rapport à la vie de mon usine, 10 ans, 15 ans d'investissement, mes machines, OK, mais ça donne quoi? Alors, dans les mises en œuvre qui ont été, que l'on va partager avec vous, je démarre par quelques alors ce sont des études. Les études, c'est toujours intéressant de les regarder, mais avec un petit peu de relief et un petit peu de recul. Donc on sait que globalement, ce sont des études plutôt internationales, hein, d'ailleurs on n'est pas uniquement centré sur la France, mais qui disent que pour les clients industriels, 74% comptent finalement mettre à jour leur réseau existant d'ici 2022. Ça veut dire aménager les réseaux qu'ils ont déjà, les améliorer, voire adopter des nouveaux réseaux, comme la 5G. Pour quelle typologie d'usage imaginer aujourd'hui? Eh bien, plutôt donc, tout ce qui est autour des infrastructures digitalisées à plus grande échelle, donc faire effectivement des dorsales de réseau plus fiables et plus robustes pour couvrir plus largement leurs empreintes, aller chercher des usages nouveaux et donc améliorer la productivité, c'est-à-dire faire plus vite ce qui existe déjà, améliorer, mais peut-être chercher autre chose de nouveau demain. Et puis ensuite, tout ce qui sera autour, et on s'en doute, de l'automatisation, et notamment les principes de véhicules guidés automatiquement.
On ne parle pas forcément des véhicules, là on parle bien des Fenwick, des chariots, des AGV qui sont dans les usines, qui est une source de gains importants. Ça, c'est cette étude, elle mettait en relief ces éléments. On a également d'autres études et d'autres aspects qui sont mis en relief. Si on pose la question plutôt autour de la 5G, comment est vue l'amélioration? Alors, l'amélioration est vue comme étant un gain potentiel donc, du ROI sur 4 à 5 ans. Donc là, dans 5 ans, un ROI estimé potentiel avec des économies opérationnelles qui sont générées, donc 8% par rapport, 8,5% par rapport à aujourd'hui. Et comment c'est imaginé par les clients qui se projettent dans cette réflexion? Donc c'est le graphique qui est en bas. 2% quasiment est à chercher de gains sur la partie vraiment robotisation. Donc des robots effectivement flexibles qui vont remplacer, aller plus vite par rapport aux opérations d'aujourd'hui. Ensuite vient tout ce qui sera autour de la maintenance conditionnelle des machines. Donc effectivement la maintenance en juste à temps ou anticipée pour être plus efficace, plus efficient. La question de la localisation, 1%, l'asset tracking. Bon, vous savez lire, je pense que vous le voyez. Donc, les lunettes de réalité augmentée pour les opérateurs et aider les opérateurs, on est déjà à 1,5%. Ensuite, on tombe encore un peu plus bas sur tout ce qui est l'ensemble des objets connectés. Et vous voyez qu'il y a un gisement important qui est estimé sur l'identification des autres, finalement, des autres solutions, des autres besoins qui seraient basés sur des réseaux cellulaires. Tout ça pour partager que si on lit cette étude, on se dit qu'effectivement, le gisement qui est imaginé comme étant important, finalement, il n'est pas vraiment documenté. On est vraiment dans une projection. On pense qu'on aura du gain si on adopte des nouveaux réseaux, mais les cas d'usage ne sont pas vraiment vécus aujourd'hui. Il reste vraiment à imaginer, on en est absolument là. Et c'est ce dernier partage aussi d'études, qui fait le lien avec la précédente, pourquoi ces cas d'usage aujourd'hui ne sont pas tous identifiés finalement en 5G et qu'est-ce qu'ils vont amener demain? Parce que vous voyez qu'entre la facilité de le faire, le temps d'adoption, le gain, les choses se partagent un petit peu comme ça. Donc si on veut aller sur effectivement du véhicule autonome, tout en bas à droite, là, du véhicule totalement autonome, on sait que c'est super compliqué, il y a de la réglementation, plein d'éléments qui vont l'amener très tard dans le temps, à un coût plutôt important. Pour autant, ça permet du coup de balancer. Donc aujourd'hui, finalement, les réflexions qu'il y a aujourd'hui, elles sont quand même plutôt centrées sur le premier cercle vert, c'est-à-dire ce qui est finalement proche de nous aujourd'hui, facile d'adoption, pas trop coûteux, sur la base de ce que l'on connaît et qu'on utilise presque déjà. En fait, voilà. Et tout ce qui est ensuite dans les verts un peu plus foncés, on est vraiment encore dans de l'anticipation, si on parle vraiment de 5G pour l'industrie et de culture industrielle. Alors, je vais partager avec vous quelques illustrations. Donc, alors, on est encore dans le partage là, de co-innovation. Donc, vous l'avez forcément, je pense, entendu ou lu. Orange, avec quelques-uns de ses clients, a travaillé sur la préparation de la 5G. Donc, on a appelé ça des démarches de co-innovation. C'est-à-dire que nous, opérateurs et le client, on se met ensemble pour tester la 5G. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs formules. Donc, il faut encore se projeter, donc pouvoir les essayer. Et donc, je vais parler avec vous donc, de ce que l'on a fait chez Lacroix, Schneider, le port d'Anvers, donc on est en Belgique. Et puis, un petit mot sur le véhicule autonome, parce que c'est important à partager. Alors, il faut noter que finalement, ces différentes configurations de clients, on a testé des choses qui sont quand même différentes, des configurations de réseaux différentes, des fois des équipementiers un peu différents, voilà, pour avoir un panel suffisamment éclairant pour qu'ensuite on puisse bien avoir de l'expérience pour accompagner les clients et les situations qui vont venir devant nous. Alors, un mot sur Lacroix, donc c'est pareil, le temps de la co-innovation, finalement, c'est globalement terminé. Elles ont été faites et achevées plutôt en 2021 pour passer dans un autre temps dont je parlerai ensuite. Alors, sur la partie Lacroix, donc, on était dans l'équipement d'une usine, donc leur usine actuelle, ils sont en train de la déménager, mais dans leur usine actuelle, dans l'ouest de la France. Et la volonté de Lacroix était de tester la 5G. Donc, c'est un électronicien, Lacroix, c'était une usine d'électronique, à la fois pour vérifier ce que ça leur apportait en termes de gains sur les opérations de l'usine, mais à la fois aussi dans une lecture, puisqu'ils produisent des équipements électroniques, de se poser la question comment et quel sens dans leur propre adoption. Alors, c'est de l'électronique qui sont dans des configurations où ils veulent régulièrement pouvoir reconfigurer l'usine. Ils ne font pas, par exemple, les sérigraphies ou les tests ou les vérifications, on va dire, photographiques des cartes imprimées de la même façon, suivant qu'ils produisent telle ou telle série de cartes. Et donc, ils sont dans un concept d'atelier flexible. Qui dit atelier flexible dit finalement la place pour un réseau sans fil. On optimise un petit peu l'ensemble des contraintes. Donc, ils ont travaillé, ce qui est ça qui est intéressant, à une comparaison entre le Wi-Fi qu'ils ont aujourd'hui dans l'usine et puis ce que pourra apporter la 5G dans finalement la même circonstance de fonctionnement, dans le même espace, avec les mêmes machines globalement.
pour aller vers une évaluation d'une usine totalement flexible qu'ils sont en cours de déploiement. Alors, le cas d'usage principal est autour des traitements et donc des échanges de grands volumes de données. Lorsque les machines font le contrôle qualité des cartes électroniques, donc elles prennent des photos ou des vidéos, et donc il y a besoin de partager un grand volume d'informations, de les stocker, à la fois pour les comparer tout de suite et voir si l'image de référence est atteinte et donc si la carte est bonne, mais également pour les garder de côté et les stocker pour un usage ultérieur, comme entraîner des moteurs d'intelligence artificielle par exemple. Le deuxième cas d'usage était autour vraiment de la connexion d'un grand nombre d'objets plutôt destinés à la surveillance et au contrôle du bâtiment. Donc on pense plutôt aux paramètres environnementaux qui vont former la production des cartes électroniques. Et donc un concept plus IoT. Donc vraiment machine connectée sur le premier, grand volume de données. Et le deuxième qui est plutôt sur les équipements IoT. Un troisième cas d'usage était envisagé, qui était autour des AGV, donc ils ont des systèmes de chariots mobiles et donc de véhicules guidés automatiquement, mais le fabricant n'a pas été en capacité de basculer sur ce cas d'usage. Et donc là, on revient aussi sur une dichotomie entre j'ai un réseau, j'ai un monde ouvert ou un monde fermé. Et donc si à un moment donné, j'ai un monde fermé avec des systèmes qui sont autonomes et qui travaillent sur un autre réseau, il ne va pas forcément s'ouvrir. Mais ça, c'est la vraie vie de l'écosystème de l'usine. Et donc, la place de la 5G est dans cet environnement-là. Alors, la comparaison avec le Wi-Fi a été intéressante parce que la 5G étant un réseau, donc là qui était privatif, étant un réseau donc, qui est agréé, pour lequel il y a des licences, on a une puissance d'émission, une puissance d'environnement un peu supérieure à ce que peut être un réseau Wi-Fi. Donc pour une même surface que vous voulez couvrir, vous mettez moins d'antennes en 5G que vous n'en mettez en Wi-Fi. Qui dit moins d'antennes, dit également moins de commutations. Si vous circulez dans l'usine, vous avez moins de commutations à gérer. Donc au lieu d'avoir 15 ou 20 antennes Wi-Fi, vous en avez 5 en 5G. Et donc vous avez moins de commutations. Donc ils ont levé en termes de comparaison par rapport à du Wi-Fi, donc une meilleure fiabilité et donc un meilleur temps de commutation d'une antenne à une autre quand on se déplace. Un débit qui était bien amélioré par rapport à ce que l'on connaissait, mais pas forcément au niveau d'un Wi-Fi 6. Voilà. Par contre, une fiabilité intrinsèque meilleure par rapport par la technologie. Sur la partie IoT, c'était plutôt la grande quantité de capteurs qui était mesurée. Donc là aussi, par rapport au Wi-Fi, une meilleure stabilité de l'ensemble des paramètres qu'on va pouvoir connecter en récupérant un plus grand volume de données. La partie AGV, donc je le disais, n'a pas pu être testée. Elle est plutôt de l'ordre de l'interopération, effectivement, entre des systèmes plutôt fermés et des systèmes ouverts, qui est aussi une forme de complexité. Alors, la Croix aujourd'hui n'a pas adopté la 5G sous cette forme-là pour la nouvelle usine qu'ils ont déployée. Pourquoi ? Elle remplit des critères effectivement d'efficacité, ils l'ont concédé, ils l'ont évalué. Elle remplit des critères qualitatifs, ça également, donc elle est bonne pour la production. Par contre, ils font face à une difficulté aujourd'hui. C'est pour ça que la 5G pour l'industrie, on est encore dans des démarches un peu anticipatrices. Dans la formule privative pour l'industrie, il y a un écosystème très faible. Si vous voulez acheter un PC ou un smartphone qui parle en 5G, c'est possible. Vous voulez acheter une machine industrielle ou un automate qui parle en 5G, ça n'existe pas. Donc vous le mettez derrière un routeur qui va être Ethernet 5G. Donc finalement, ça vous complique un petit peu la vision opérationnelle du déploiement et donc ça vous dégrade malgré tout un petit peu en termes de maintenance votre efficacité parce que vous avez un peu plus d'équipement à maintenir. Donc ils ont fait le choix de patienter. Donc l'usine va se déployer et déménager comme elle est déménagée aujourd'hui. Et ils se reposeront la question, on a vu les temporalités, donc plutôt en 2022-2023, d'adopter la 5G sur les cas d'usage qui vont venir en supplément autour de tout ça. Voilà une illustration. Donc c'est pour ça qu'entre l'étape de l'innovation et de la réflexion et l'étape du déploiement avéré, il va se passer encore un petit peu de temps. Donc on est encore dans le temps de la préparation. La deuxième illustration, elle est chez Schneider Electric. Schneider Electric, donc là on est dans l'usine aussi dans l'ouest de la France, en Bretagne, et eux l'ont essayé donc sur le domaine donc de la production également chez eux. Donc on est plutôt dans les domaines des disjoncteurs et puis des automates. Et donc là, ils ont voulu la couvrir, eux, dans une forme, on veut déployer une connectivité complète sur l'usine. Enfin, on veut baigner l'usine de réseau 5G. Bon, la réalité du déploiement fait qu'ils l'ont fait sur une partie de l'usine, mais avec une volonté de dire, dans ces 1000 mètres carrés-là, on est comme si on avait couvert toute l'usine. Donc une vraie densité, c'est pas centré sur les machines, c'est vraiment centré sur la superficie.
un réseau ambiant 5G. Et puis, ils ont testé, on va dire, 2 cas d'usage qui sont plutôt au travers de la réalité augmentée. Le premier étant donc, comment je dote mes opérateurs de technologies nouvelles qui vont leur permettre d'être plus efficaces. Donc, en l'occurrence, pour faire les maintenances, donc des tablettes connectées qui reconnaissent les machines et sur lesquelles je vais pouvoir avoir tous les paramètres de fonctionnement, les défaillances visuellement affichées. L'intérêt, c'est de faire du temps réel, c'est de doubler ça avec de la vidéo et donc avoir un grand volume de données aussi qui n'est pas envisageable sur les anciennes formes de technologies sans fil. Et le deuxième cas d'usage, vous voyez quelques résultats, c'est que grâce à ces outils, bien, ils gagnent du temps direct sur les opérations de maintenance. Alors, il nous a exprimé un gain de 50%, réduction de 80% du temps passé à la collecte de l'information, donc c'est du gain direct qui est gagné. Et puis ensuite, ils ont travaillé sur un deuxième cas d'usage qui est les robots de téléprésence. Alors, téléprésence, pourquoi ? Ils sont souvent confrontés à des clients qui sont éloignés ou des contrôles qualité, visiter l'usine. Et visiter l'usine, c'est se déplacer, c'est y rentrer. Bon, la facilité, c'est-à-dire on peut donner aussi des outils qui permettent à distance d'aller se déplacer dans l'usine de manière virtuelle. Et donc le robot de téléprésence a été adapté, donc on les connaît, on en voit dans les salons et ainsi de suite lorsqu'on visite. Donc ils ont pris un robot de salon, vous le voyez à droite là, donc équipé d'une caméra, d'une interface visuelle et piloté à distance. La 5G permet finalement d'avoir une expérience utilisateur. Alors, ce n'est pas un cas d'usage critique en tant que tel, hein, mais elle permet d'avoir une expérience utilisateur qui est fluide et robuste en ayant, par rapport au Wi-Fi, donc pas de temps de commutation entre les antennes, une circulation fluide et puis une garantie de réseau, parce qu'on est sur des infrastructures de réseau qui sont plus solides finalement et plus adaptées aux cas d'usage sensibles que une infrastructure de Wi-Fi qui a été raccordée et puis gérée par l'IT local. C'est vrai que la configuration derrière des installations sont quand même différentes. Et donc, elle leur permet de proposer donc une expérience de visite à distance de l'usine et donc de contrôle qualité. Schneider est aussi convaincu de la valeur de la 5G. Donc, on est rentré dans une deuxième phase où on déploie un peu plus de cas d'usage. On est confronté là aussi, comme pour la Croix, sur le manque d'écosystème. Si aujourd'hui vous voulez une caméra 5G pour faire du contrôle qualité, mais que vous voulez la greffer dans une machine déjà existante, dans une petite place, il vous la faut compacte, ça n'existe pas forcément. Donc on est dans le temps, là aussi on cherche les équipements, donc c'est une question encore de 6 mois, 1 an, pour avoir beaucoup plus d'éléments en catalogue. Sur ces 2 illustrations-là, on fait le constat qu'aucun des industriels n'a travaillé avec la 5G sur la partie process. Aucun n'a travaillé là, alors que la technologie le permet, sur du contrôle-commande de machine. Et on touche là, quand on leur pose la question, à une difficulté qui est plutôt de l'ordre des opérations, c'est-à-dire culture, mais également opération, puisqu'on a fait ces tests-là sur des usines réelles qui fabriquaient et qui produisaient. Ils n'étaient pas, bien sûr, en capacité de prendre le risque de casser la production parce que le réseau ne marche pas. Parce que le réseau, on l'essaye, parce que le réseau, on est en train de l'upgrader. Donc, du coup, il n'y a pas été tenté d'opération de production. Pour autant, la 5G permet, dans ses caractéristiques, de faire du contrôle-commande de machine. On peut faire du temps réel avec un réseau 5G. Donc, les initiatives ultérieures qui viendront nous permettront d'en parler, de le démontrer. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été éprouvé par nos clients. On l'a en laboratoire, mais pas dans ces empreintes-là. Sur le port d'Anvers, donc là on change d'amplitude puisque le port d'Anvers c'est une large surface en extérieur multi-acteurs et donc on est allé la déployer là aussi un réseau donc qui couvre une belle surface dans le port d'Anvers et qui a permis à plusieurs sociétés de venir travailler sur les cas d'usage. Les premières, vous les voyez, je ne vais pas les paraphraser, mais globalement BASF, on a fait donc cette composante de communication critique. Donc la 5G par sa configuration permet de sécuriser le transport de l'information, donc l'information est la voix et la première des informations. Et donc la 5G se présente comme candidat au remplacement des réseaux. Alors vous connaissez peut-être les réseaux Tetra, qui sont des réseaux de communication on va dire garantis. Et donc on va pouvoir remplacer ces réseaux-là par des technologies en 5G. Le deuxième était autour de la travailleur augmenté, donc typiquement le genre de démonstration que l'on fera ensuite. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, c'est repris effectivement de ce qu'on a fait aussi chez Schneider, c'est le même type d'illustration. Le troisième, c'est du computer vision pour surveiller donc, la qualité de la production donc, chez le chimiste Borealis. Et puis au port d'Anvers pour aller surveiller les processus opérationnels du port et notamment la question des circulations de bateaux, pour utiliser des caméras pour pouvoir mieux surveiller en temps réel, donner des instructions de pilotage avec beaucoup plus de fluidité qu'aujourd'hui.
Et puis le dernier, c'est Atlas Corpo. Donc là, on est dans l'empreinte de leur usine. C'est en pointillé parce que c'est en cours d'avancement. Les 3 premiers sont terminés. Atlas Corpo, c'est en cours de mise en œuvre. Et donc là, on sera sur du pilotage de l'usine. Donc c'est plutôt sur cette expérience-là que j'espère en trouver nos premières réalisations concrètes, dont on pourra parler sur du pilotage temps réel de machine, du contrôle-commande. Voilà, et puis la 5G et le véhicule connecté. Alors, la 5G dont on parlait avant sur l'expérience, c'est plutôt la 5G réseau privatif. Parce que je veux tout commander dans mon usine en circuit court. Je ne veux pas que les données par confidentialité sortent de mon usine. Donc, on est sur des installations plutôt privatives. Là, on est plutôt sur une configuration de réseau qui sera le réseau public, réseau ouvert, qui va permettre d'interconnecter les objets. Il y a une dimension importante dans la 5G que l'on n'a pas encore vue dans l'usine, qui est l'interaction de point en point en direct grâce au réseau 5G. Alors c'est très appliqué au monde de l'automobile puisque un véhicule va devoir communiquer avec les autres véhicules, avec l'infrastructure qu'il héberge. On peut imaginer que ce type d'essai et d'intégration, c'est celui du monde de l'industrie de demain. L'AGV, il va communiquer, s'il est plus intelligent, avec son écosystème, avec les opérateurs, avec les autres machines. Et ça ne sera pas forcément un objet, enfin un circuit fermé d'AGV fait par son fabricant. Donc peut-être une question d'interopération qui viendra et qui gagnera aussi la question de l'usine dans ces nouveaux cas d'usage qui restent à imaginer et à découvrir côté industrie. Voilà pour les expériences de co-innovation et ce qu'on souhaitait partager avec vous. Alors quand je disais que les co-innovations, donc ce temps-là de la découverte est quasiment terminé, c'est qu'on est plutôt parti maintenant dans le temps du déploiement, et donc les solutions technologiques ayant été testées, elles sont prêtes, elles arrivent. Ce temps du déploiement aujourd'hui, c'est le temps que l'écosystème, les fabricants de matériel, ainsi de suite, aient des solutions adaptées. Alors dans l'industrie aujourd'hui, on n'a pas vraiment de machine qui sera naturellement communicante en 5G, c'est ce qu'on se disait. Par contre, des fabricants équipementiers commencent à produire des routeurs qui sont 5G d'un côté, qui sont Wi-Fi Profibus, Ethernet de l'autre, ou Ethernet, pardon, je dis Wi-Fi, non, qui sont 5G et réseau câblé derrière. Voilà, ce sont les premiers sujets. Et ensuite, on a les équipements plutôt mobiles qui arrivent également en 5G. Et on se dit que c'est à l'échéance. Alors, il y a une crise de composants et d'approvisionnement qui ralentit forcément la création de ces éléments-là, mais c'est une question probablement de 6 mois, 8 mois, 1 an, avant qu'il y ait beaucoup plus d'équipements qui soient 5G natifs. Une question un peu technique. En quoi est-ce que la 5G est plus fiable qu'un fil ? Alors c'est une bonne question. Par rapport à un fil, elle n'est pas forcément. Et donc les industriels qui aujourd'hui ont des machines lourdes et qui ne sont pas dans un concept d'atelier flexible n'envisagent pas du coup de remplacer le fil par la 5G. Donc il n'y a pas de vraie question qui sera abordée là-dessus, hormis si à un moment donné il faut faire converger tous les réseaux, plutôt que de maintenir un réseau filaire, plus de tel type, plus un deuxième réseau filaire, plus une boucle machin, plus un réseau sans fil, peut-être qu'à un moment donné ça sera plutôt vu par la concentration et le besoin de rationaliser quelque part. Mais aujourd'hui, un réseau filaire en 100 gigabits Ethernet n'a pas vocation à être remplacé. Donc on n'a pas les questions qui nous remontent de cette façon-là. Par contre, dès lors qu'il y a une question de mobilité dans l'usine, oui, il y a une réflexion parce que mobilité, débit important assuré comme le cuivre, comme le câble, la 5G est beaucoup plus candidate que d'autres technologies. Oui. C'est un peu le reproche que je fais à la présentation de 5G, c'est que au départ, on dit, en fait, l'usine du futur ne pourra exister que grâce à la 5G. C'est un peu ce qui est sous-entendu dans le message. Alors que la réalité n'est pas vraiment ça. La réalité, elle est effectivement présentée dans un de vos transparents sur, oui, la 5G dans l'usine, mais pour des cas un peu particuliers, pour c'est mobile, ou c'est un prototype, ou c'est en attendant de mettre du fil. Mais le message principal qui est passé au départ, c'est on n'arrivera à faire l'industrie du futur que grâce à la 5G. Ce qui est un message un petit peu ambigu et qui est assez loin de la réalité et qui, je pense, est finalement néfaste parce que les gens en attendent beaucoup alors que c'est pas le cas. Le deuxième reproche que je ferais, c'est l'ambiguïté, alors vous n'êtes pas les seuls, mais l'ambiguïté qu'il y a entre la 5G, c'est beaucoup de débit, c'est très peu de latence et c'est partout. Or, quand on regarde, c'est fromage ou dessert. C'est beaucoup de débit, mais il faut être à 100 mètres de l'antenne parce que sinon après c'est foutu. Ou alors c'est partout, mais le débit, c'est même pas la 4G, c'est beaucoup moins. Et ça, c'est rarement abordé, où il faut creuser un petit peu pour le comprendre. Donc là aussi,
on génère des attentes par rapport à la 5G qu'on ne pourra jamais tenir. Donc ça, c'est des ambiguïtés qui me paraissent un petit peu gênantes sur les présentations. Oui, alors je comprends votre sujet. C'est vrai que dans la façon de le présenter, et on n'a pas trouvé de forme effectivement plus simple peut-être pour être tout à fait parfait dans la présentation, parce que dans les points que vous citez, il y a une question du réseau public, donc qui couvre l'ensemble du territoire, et puis il y a la question des réseaux privatifs. Alors, ce que vous dites est vrai. Pour autant, si on regarde votre question à l'aune d'un réseau privatif, ben, le réseau privatif, il va être construit pour couvrir les points que vous citez. Je veux assurer que mes machines ici, il y a le bon débit, ainsi de suite. Donc, c'est derrière toutes ces facettes-là, il n'y en a pas une qui est hyper simple ou de façon à présenter hyper simplement. Le sujet de la 5G, c'est plusieurs facettes. Donc, une complication, effectivement, d'appréhension. Et on n'a pas trouvé, alors ni nous ni les autres, et vous avez raison, la façon d'être hyper pédagogique dans chacun des domaines, parce que c'est toujours une question de spécialité. Finalement, on arrive très vite sur une question de spécialité. Et la bande de fréquence la plus haute, c'est effectivement un champ de très grand débit, mais de très faible portée. Et puis vous mettez un rideau, vous n'avez plus de portée du tout. Voilà. Et vous avez la question des fréquences un peu plus basses, j'ai moins de débit et plus de portée. Alors ce qu'on imagine, et pour répondre à votre question, c'est dans cette forme de réseau privatif, si on est 100% privé, on imagine malgré tout que le campus industriel, qui est un peu important en taille, aura plusieurs fréquences déployées chez lui. C'est ce que l'on imagine. Et quand on sera dans le mode hybride, on est quasi sûr que dans le mode hybride, on aura à la fois la fréquence publique et à la fois la fréquence privative. Parce que ce que l'on n'a pas dit non plus, c'est qu'un réseau privatif, 100% privatif, n'est pas fait exactement sur les mêmes fréquences que le réseau public. Voilà. Et donc, les choses viennent en plus s'enchevêtrer, se superposer. Donc oui, ça reste un sujet compliqué dont aujourd'hui la somme des explications n'est pas forcément peut-être hyper pédagogique. Et on en revient sur le fait que pour l'industrie, c'est encore le temps de la préparation et que les sessions que l'on fait là nous servent autant à donner de l'information qu'à capter, je vous en remercie, des questions qui vont nous permettre d'améliorer la façon dont on présente le sujet. Alors, pour continuer là-dessus, le fait d'avoir une fréquence allouée à un industriel privé, ça a un certain coût. J'imagine tout à fait acceptable pour une grande entreprise. Quelle est la taille minimum d'un site industriel pour qu'il y ait un intérêt économique à se réserver une fréquence à 5G? Est-ce qu'une boîte qui a un petit atelier qui emploie 10 personnes, est-ce qu'il peut rêver à ça ou est-ce que pas vraiment? Alors, ma réponse, elle est très, très honnête, très simple. Je pense qu'une petite entreprise n'a pas vocation à disposer d'un réseau full privatif. Pour les questions qu'on évoque, les équipements, la somme de tout pour les questions qu'on évoque. La question, elle est plutôt comment on va pouvoir lui allouer. Alors, nous, les opérateurs, je mets au pluriel, nous, les opérateurs, comment on va pouvoir lui faire construire, s'il a besoin, une bulle privative sur le réseau public. Pour s'assurer que ces données vont rester en circuit court, au pied de l'antenne, et puis ça reste bien au pied de l'antenne et ça repart autour de lui. Voilà. Par contre, la question de l'hybridation, aujourd'hui, dans nos modèles économiques, dans la façon dont on va pouvoir, nous, Orange, et là je reviens sur Orange, OBS, amener le marché, on n'est pas encore tout à fait au clair sur combien en euros cette partie hybride que l'on pourrait imaginer va se faire. Parce qu'on peut imaginer des choses relativement simples, c'est-à-dire que si vous avez juste besoin d'une machine ou deux à connecter, une seule antenne vous suffit, une antenne, un pied d'antenne et le dispositif qui va avec, c'est peut-être pas la même chose qu'en avoir 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, il y a des choses qui restent pour nous à modéliser. On n'a pas les offres qui sont prêtes, c'est pour ça qu'on est encore dans le temps de la préparation là-dessus. On n'a pas les offres à vendre là qui sont prêtes. Mais la question va se poser, donc nous on considère que le campus industriel qui va être intéressé qui pourrait, mettons, intéressé par un réseau purement privatif, c'est le campus industriel des sites, des entreprises qui font plus de 500 personnes. En dessous de 500 personnes, je ne pense pas qu'il y ait vocation et envie et de toute façon capacité à disposer d'un réseau purement privatif. Je ne suis pas sûr que ça ait sens. Voilà. Étienne, tu peux peut-être témoigner de l'accompagnement qui est fait sur... Ça fait un lien, effectivement, donc je vais rentrer un tout petit peu. Donc, effectivement, pour répondre en partie aussi à votre question, quand on pense industrie digitale, il y a deux grandes notions. Il y a la notion de connectivité des machines, mais il y a aussi la notion de l'accompagnement des humains et des choses qui bougent qu'on va avoir dans l'usine. Et l'usine n'est pas uniquement des choses fixes. Et c'est là où l'ensemble des technologies sans fil prennent tout leur intérêt. On peut notamment parler donc des hommes, qu'ils soient opérateurs ou qu'ils soient pilotes de ligne, qu'ils soient directs ou indirects, qui ont besoin de plus en plus d'informations.
Et on a parlé un petit peu tout à l'heure aussi des AGV, mais même maintenant, de plus en plus, on va faire de la traçabilité dans l'usine, aussi bien des matières premières que des work in progress, et on va commencer à mettre d'autres types de technologies de connectivité de type potentiellement RFID sur certaines des palettes pour pouvoir les suivre. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des objets, ce sont des personnes qui sont en mouvement et qui commencent à travailler autour de la donnée. Une des choses dont on est convaincu, c'est que l'industrie digitale, qui va être un nouveau levier pour aller améliorer aussi bien l'efficience, le TRS, que la qualité et la sécurité, elle se base sur ces données. Et ces données sont désormais produites en temps réel et consommées aussi en temps réel par des personnes qui sont dans l'espace industriel ou dans les bureaux à côté. Et la valeur, le plus gros de la valeur qu'on va aller attraper en termes d'efficience, il se situe souvent à la conjonction des données chaudes du monde opérationnel, de l'OT, et des données de l'IT. Et c'est là où on va commencer à toucher du doigt un certain nombre de complexités, parce qu'il faut collecter ces données, il faut aussi les traiter, mais il faut aussi les restituer, et bien évidemment, et ça a été dit plusieurs fois, les sécuriser. Mais ça ne va pas être le bon de mon propos. Quand on va regarder cet écosystème, on arrive sur des choses qui sont relativement complexes pour réaliser des choses qui sont censément, entre guillemets, simples. Et la 5G n'y déroge pas. Alors, je vais commencer par quelques exemples. Là, on est sur des très grosses structures. Vous avez peut-être vu passer dans les news, il n'y a pas très longtemps, le nom d'ArcelorMittal qui voulait lancer donc une grande travaux autour de la 5G du côté de Dunkerque. Donc on a pris quelques photos, on a démarré. Il faut bien voir qu'il n'y a pas que les très gros comme Arcelor qui sont concernés par ce projet, puisqu'il va y avoir un écosystème de plus petits fournisseurs qui interagissent aussi sur ces problématiques. L'accompagnement que l'on peut faire d'un point de vue donc, conseil va jouer sur deux grandes facettes. La première, qui concerne plus les grands comptes effectivement, ça va être le rôle de chefferie de projet, d'ensemblier. Pourquoi? Parce que quand on regarde cette usine de Dunkerque, on va avoir donc multi-interlocuteurs entre la ville, Arcelor lui-même, la connectivité, l'équipementier et les fournisseurs et les prestataires qui évoluent dans cet espace, plus petits, mais qui ont aussi leurs contraintes. On est sur un écosystème donc multi-acteurs, multi-complexité, et il faut réussir à faire émerger quand même un tout cohérent pour réaliser le projet et les démonstrations que l'on pouvait faire. Alors, les photos d'en bas, je les ai mises parce que c'est un des premiers cas d'usage qui a été identifié par Arcelor. C'est la zone de recyclage, puisqu'il y a déjà, donc, dans les OG qu'on voit ici, on peut transporter jusqu'à 12 tonnes de déchets de métal. L'important, c'est de savoir quel poids et quel type de métal on a dedans. Cette question qui paraît censément relativement simple n'est pas si simple que ça. Et c'est grâce à la connectivité sans fil que l'on pourra savoir en temps réel qu'est-ce que l'on a et quel est le poids et récupérer l'information de la balance. Donc voilà, un petit exemple, entre guillemets, relativement simple autour d'un cas d'usage, mais pourquoi est-ce que la connectivité sans fil, et notamment 5G, devient intéressante? Dans un cas comme celui-ci, comme les éléments bougent, on ne peut pas les fibrer. Comme il y a du métal, les ondes, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc, je ne dis pas que la 5G est la solution à tous les maux, bien évidemment. Il y a des choses que l'on pourrait faire en 4G, en Wi-Fi, en fonction des domaines. Mais un des points, c'est qu'il faut aller regarder la complexité. Quelles ondes, quelle réfraction, pour avoir une bonne connectivité. Vous avez tous croisé des ados. Quand la connectivité n'est pas bonne, ça râle. Si je vous propose des usages digitaux à vos opérateurs, mais que dans telle zone de l'atelier, ça ne capte pas, ça râle de la même façon. C'est évident, mais il faut quand même le prendre en compte. Donc, c'est tout l'avantage d'aller travailler aussi donc, autour de ces choses-là et d'apporter. Donc, nous, notre valeur ajoutée en tant que consultant Orange, c'est qu'on intègre l'ensemble de ces contraintes et de cette complexité de la partie réseau et connectivité, et c'est ce qu'on apporte en plus d'autres chefs de projet qui peuvent exister et qui font très bien le boulot, eux aussi, en apportant d'autres connaissances, d'autres contraintes. Et je y reviendrai juste un petit peu après sur autre chose. Deuxième chose, les usages.
Et j'y reviendrai un tout petit peu plus précisément encore un petit peu derrière. Mais je vous ai montré, c'est vraiment un cas d'usage concret, précis, sur lequel on sait qu'on va avoir un ROI. Parce que là, si on arrive à connecter l'ensemble de ces choses-là et à diffuser l'information, on va réduire le temps de traitement, on va réduire mon process, et au bout du compte, on va gagner en efficience à coût constant. Ce qui va améliorer, de fait, de quelques dixièmes de points le TRS de cette zone-là. Mais quand on veut aller regarder un cas d'usage, quand on va aller rentrer, il faut aller dans le concret, il faut aller au plus proche du terrain. Pourquoi ? Parce que, alors, comme on dit, le diable est dans les détails, mais aussi les réelles poches de contraintes, les réelles poches de gains attendus ou de frustration de vos opérateurs, ils sont issus sur le terrain. Donc une autre chose qu'on est capable de faire, c'est d'aller travailler avec les personnes, mais aussi bien le management de l'usine locale que les opérateurs, pour aller construire avec eux un cas d'usage réellement intéressant pour les personnes sur lesquelles ils les abordent. Un autre point qui est important, que je détaillerai un tout petit peu derrière, c'est l'adoption. Les opérateurs, comme je vous disais, si ça ne capte pas, si ça ne fonctionne pas, s'il y a toujours une petite problématique qu'il faut reconfigurer parce que « Ah bah oui, mais là c'est un petit peu pas truc, donc il faut remettre le mot de passe dans le… » Non. Il faut penser à de la simplicité. Alors, une des choses que nous, on pousse en avant, c'est d'utiliser toutes les méthodologies de type donc, Customer Experience, User Experience, CX/UX, qu'on connaît beaucoup dans le marketing, qui sont les manières de faire quand on va aller créer des applications mobiles grand public. Ça, on peut adapter ces méthodologies-là au monde industriel pour aller parler cas d'usage avec les personnes, parler des frustrations et des envies avec les personnes et construire quelque chose de désirable. On va utiliser le design thinking avec les opérateurs, avec les pilotes de ligne, mais avec aussi les ingé qualité, avec le responsable maintenance, pour pouvoir toucher du doigt là où il y a réellement un attendu et là où l'industrie digitale va apporter de la valeur. Et comme je vous disais, l'industrie digitale, souvent, on a besoin de quoi ? On a besoin de données et on a besoin de les connecter. Alors, un petit cas relativement simple, pareil. On est allé travailler avec les personnes et donc, en atelier de créativité avec mes opérateurs, on a identifié que un planning de production pouvait être intéressant parce qu'il y a des opérations qui doivent se faire à deux. Et que, comme on est sur un process donc en batch, mais dont la sortie de process n'est pas par rapport au temps, mais par rapport à la température ou la viscosité de mon produit, work in progress, je ne peux pas anticiper à l'heure exacte à laquelle ça va se finir. Et si j'ai personne autour de moi, je vais partir chercher quelqu'un. Je vais perdre 10 minutes, je vais perdre un quart d'heure. Avoir un planning qui soit disponible aussi bien dans l'espace de fabrication, ici, que sur des tablettes ou accessible sur les ordinateurs, peut présenter de l'intérêt. Concept, allons voir. On est allé faire un exemple. D'abord sur du papier, on l'a montré, on a itéré avec eux. Qu'est-ce qu'on a comme données ici ? C'est très simple. Les données de l'ERP, froide, IT, à savoir le planning de production, et on réintègre aussi les données des PLC. Pourquoi ? Pour savoir l'état exact dans lequel sont chacune des productions. Et de cette manière-là, on peut dire, ah bah tiens, on va avoir besoin de quelqu'un dans pas longtemps ici, ou voilà. Simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est allé revoir les opérateurs avec ça. Et on a pris exactement le format de la feuille A3 dont parlait Sébastien, qui est imprimé par le directeur du planning, de prod, et qui est mise tous les matins à minimum, mais parfois jusqu'à 4 ou 5 fois par jour quand il y a des changements de planning de production, aux différents endroits pour savoir ce qui allait être produit. Et ils ont dit, oui mais non, dans l'espace de fabrication, cette information-là, j'en ai pas besoin. Celle-là non plus, c'est pour les autres, moi je m'en fiche. En revanche, celle-là est importante, je la vois pas assez bien, je veux plus grosse. Donc, on prend les démarches agiles de co-construction, de travail avec les personnes, et puis, in fine, on va leur faire quelque chose de vrai. Celui-ci demande moins de connectivité sans fil. Mais quand même, c'est vrai que les bouilloires de fabrication, elles sont en fixe. Mais elles n'étaient pas encore connectées. Quelque part, quand elles ne sont pas encore connectées, la connectivité, une tranchée dans le béton, c'est pas donné. Donc, en partie par rapport à ce que vous disiez aussi, quand les fils existent, on a intérêt à garder les fils pour des bouilloires fixes. Quand les fils n'existent pas, la question peut se poser. Et je dis bien la question peut se poser parce que, de fait,
la réponse n'est pas toujours unique. Un dernier exemple, et ça rejoint un peu ce qu'on dit, nous, ça nous arrive de dire qu'effectivement, la connectivité sans fil n'est pas la bonne solution par rapport à un cas concret. Donc régulièrement, ce qu'on fait en termes d'études, une fois qu'on a les cas d'usage, c'est qu'on va, donc là, bon, c'est un exemple, hein, un ensemble de cas d'usage, les besoins en termes de connectivité concrète, débit, latence, mobilité et passage de l'un à l'autre, la capacité de volume et l'autonomie des éléments qu'on va faire. Et on voit des notations pour savoir quelle technologie on va préconiser. Donc, il faut partir des vrais besoins terrain concrets, il faut partir des usages, de leurs besoins en connectivité, pour pouvoir définir les connectivités nécessaires pour l'industrie digitale. Et la somme des connectivités est importante pour éviter d'avoir un millefeuille à gérer. On a d'autres problématiques sur lesquelles on peut travailler. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'adoption des personnes, travailler avec eux de manière à ce que le projet ne soit pas mis dans un carton dès que le management est parti parce que ça ne fonctionne pas ou parce qu'on a oublié de penser à l'impression ou à la recharge, parce que ce n'est pas ergonomique, parce que ça ne marche pas avec des gants, parce que, etc. On a plein de choses comme ça. Donc, travailler avec les personnes. Et bien penser aussi donc, la conjonction entre l'IT et l'OT. La dernière image ici, c'est pour un grand chimiste dans l'Est de la France qui travaillait autour de la digitalisation de ses processus. Et lui, il est parti full sur de la connectivité sans fil. Mais là, on est aussi sur un relativement gros, puisque c'est un site Céveso. Et donc, il voulait que l'on puisse communiquer. Et il est en train de remplacer ces Talkie-Walkie Tetra par de la téléphonie 4G, évolutive dans 2 ans en 5G, pour faire l'ensemble de ces communications critiques. Certaines de ces cas d'usage seront faisables, de fait, sur une 4G ou une 5G hybride, comme on a présenté, ou virtuelle. Donc, ne pas avoir à acheter un cœur de réseau, à acheter sa fréquence et à créer un mini-réseau sur son site, mais utiliser le réseau de l'opérateur, l'étendre. Et on a plusieurs sujets en cours aussi autour de ça, où, en utilisant le réseau opérateur, on a une connectivité sans fil, économiquement viable, qui permet d'adresser toutes les problématiques de l'industrie digitale. Voilà quelques exemples d'accompagnement de clients, de discussion avec les clients et de comment est-ce qu'on va adresser ce point dans le concret. Donc effectivement, le cas des lunettes, je vais changer de casquette, je suis technicien, mon employeur m'a mis à disposition un terminal avec une connectivité 5G et j'ai besoin d'intervenir sur cette machine-là. Comme on peut constater qu'il fait beaucoup de bruit, donc je sais un minimum arrêter le bouton, mais je ne sais pas d'où est le problème et j'ai besoin de faire appel à un expert à distance qui va pouvoir m'accompagner. Donc en fait, mes lunettes sont connectées en partage de connexion et je vais projeter ce qui se passe en termes d'expérience utilisateur lorsque j'ai le casque sur les yeux. Si. Je prends mon casque. Commencez. Voilà, là, je projette, c'est ce que je vois à l'intérieur de la petite lunette qui se présente en face de mes yeux. Mes programmes, téléassistance. Comme j'ai besoin de travailler et que j'ai vraiment besoin de mes 2 mains, je vais donc là pouvoir me connecter à cette application. Et en fait, j'ai créé un QR code sur mon téléphone. Mon employeur m'a créé un QR code qui va me permettre en fait de m'authentifier. Donc je vais présenter le téléphone devant la caméra. C'est pas toujours évident avec la lumière. Et maintenant, j'ai mes 2 mains à disposition pour pouvoir intervenir sur ma machine. Je vais regarder la liste des contacts qui sont disponibles, liste des contacts. Je vois que j'ai Lab Rennes Expert 1. Je vais faire appeler contact 2. Donc là, j'ai le casque, j'ai l'écouteur à l'intérieur du casque. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu m'entends correctement? Je t'entends très bien. Merci Benjamin. Benjamin, j'ai besoin d'intervenir en fait sur une machine
comme tu vas pouvoir le constater, qui fait énormément de bruit. Et voilà. Donc ça, j'ai réussi effectivement à faire le nécessaire pour... Attends, je règle correctement, que tu vois bien. J'ai l'impression que c'est juste une... Voilà. Est-ce que tu vois correctement la machine sur laquelle j'interviens? Ouais, je vois très bien la machine. Ouais. Ouais. Écoute, je vais te prendre une photo et il y a certains capteurs qu'il faudrait a priori changer, mais en fait, je ne sais pas vraiment lesquels. Donc, je te prends une photo de la machine. Merci, Benjamin. Prendre photo. Donc là, le temps que la photo soit transmise, la vidéo est désactivée. Donc voilà, ça charge. Bon, écoute, j'ai l'impression que je t'ai pas fait une super photo. Est-ce que tu vois mieux parce que j'ai pas le retour d'image. Ok. Donc là, c'est les capteurs, effectivement. Je vois, ça semble être ce capteur-là. D'accord. J'en ai deux. Par contre, est-ce que c'est le capteur de droite ou le capteur de gauche qu'il faut que je change? Celui de gauche, le plus gros là. Le plus gros. À gauche. D'accord. Donc si je te... Ouais. Retour appel. D'accord, donc si je te montre, c'est bien celui-là, ici, celui-là. Exactement. Ok. Exactement, tout à fait. D'accord. Ben, écoute, merci de ton aide. Et puis, écoute, à très vite. Et puis, bonne fin de journée. Ça marche. À plus, Patrice, bon courage. Merci. Raccrochez l'appel. Donc là, en fait, j'ai quitté l'application. Et là, mes programmes. C'est pas facile avec le masque. Mes programmes. Il veut pas. Donc en fait, le principe, c'est effectivement plusieurs types de réalité. Réalité virtuelle, ce qu'on connaît beaucoup dans le gaming. Ici, on est sur plutôt une démo, effectivement. Il y a un usage qui permet en fait de pouvoir envoyer des techniciens, une machine qui serait potentiellement mal référencée dans un SI, jeunes techniciens, et plutôt d'avoir des gens qui sont plutôt en back-office, qui ont des expériences sur des machines, ils interviennent sur des machines qui ont peut-être 30 ans d'âge, et ils vont avoir, eux, l'expérience et la capacité à accompagner un technicien sur le terrain. C'était un petit peu le cas d'usage dont tu as parlé au travers d'un opérateur dans le monde minier. Voilà. Ma démonstration est terminée. Je vais passer la parole à Olivier, qui cette fois-ci, lui, va vous parler de réalité augmentée. Donc, ce qu'on croit chez Orange, c'est vraiment à l'humain dans l'usine. Donc, voilà, l'opérateur ne va pas être remplacé par les robots, les machines, mais il va être aidé par des nouveaux outils qui vont lui permettre de faire des tâches plus simplement dans l'usine. Alors aujourd'hui, c'est difficile de se déplacer. Donc, pour mettre en place une nouvelle machine ou pour résoudre un problème, si on ne peut pas envoyer un technicien, on peut envoyer le casque. Et dans ces cas-là, là, on a parlé en fait de 5G, mais on peut utiliser tout type de réseau pour récupérer des données. Si on a besoin d'envoyer une donnée matin, midi et soir, par exemple des capteurs de température, ici on a équipé un moteur avec du LoRa, donc basse consommation, qui va permettre de remonter l'information et des anomalies vers le cloud d'Orange. Donc là, les capteurs donnent leur position, ils sont à Chalon-sur-Saône, ils renvoient des données de température, de courant et de vibration qui sont ensuite envoyées dans le cloud et qui peuvent être transmises donc, à un expert qui est sur le terrain et qui a son cockpit en temps réel dans ses lunettes. Donc là, vous allez voir ce que je vois. Je vais me connecter au cloud et je vais avoir accès aux informations d'un jumeau numérique du moteur. Donc là, j'ai mon environnement de travail. Je vais le positionner ici dans l'espace. J'ai constaté que le moteur avait beaucoup de vibrations. En fait, on a rajouté un frein à poudre sur le moteur qui crée des vibrations, qui crée des anomalies. Et là, ce que je veux, en fait, c'est... Je suis pas expert de ce moteur, mais par contre,
je vais pouvoir aller chercher des informations constructeurs directement dans le cloud. Et donc là, ce que je vais chercher, en fait, c'est un jumeau numérique de mon moteur, que je vais positionner à côté de mon moteur et que je vais aller ouvrir directement dans le cloud. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Je l'ouvre ici. Et là, il est en train de charger le 3D CAD du moteur, de la machine, qui a été mis en temps réel directement dans le cloud par les experts de la machine. Donc après, je ne connais toujours pas les opérations que je dois réaliser, donc je peux suivre un workflow. Donc là, je vais aller, par exemple, chercher tout l'historique qui a été réalisé sur cette machine. Je peux aller aussi chercher des fiches techniques que je vais aller positionner à côté de mon moteur pour travailler directement au plus près de la machine. Donc là, si je ne vois pas bien, je vais agrandir ma fiche. Et je vais pouvoir la voir beaucoup plus grande et pouvoir lire des informations techniques. Ensuite, je peux aussi avoir des relevés des capteurs et des historiques d'alerte. Donc là, dans mon environnement virtuel, donc moi je les vois en 3 dimensions. Je vois par exemple ici qu'il y a une alerte de vibration anormale sur cet équipement. Voilà, je ne sais toujours pas comment résoudre le problème de vibration, mais par contre je peux lancer une procédure qui est dans le système. Il n'y a pas le feu, donc je dis que c'est une procédure basse. Et là, je vais enregistrer tout ce que je fais, et ça sera transmis directement dans le cloud au responsable de maintenance. Et j'ai juste à suivre les instructions. Donc là, j'ai une flèche qui va apparaître. Cette flèche, elle me guide vers un manuel qui a été conçu à cet effet, notamment par les personnes qui ont fait les workshops auparavant. Et on me dit que dans un premier temps, il faut que j'arrête le moteur, et il faut que je l'éteigne. Et là, dans la procédure, il y a eu un plan avec un schéma et des photos qui ont été mises, et j'ai eu juste à suivre les instructions et arrêter la machine. Donc après, moi, je dis que l'opération est réalisée, et je passe à la tâche suivante. La tâche suivante, il faut que je dévisse le capot. Et là, pareil, donc on a vu tout à l'heure, il y avait une petite animation qui a été mise en 3D, en réel. Ensuite, après, je dis, voilà, j'ai réalisé l'opération, qu'est-ce que je fais? Alors là, on me dit que je peux contacter un expert. Donc, comme tout à l'heure, on l'a vu, on peut contacter un expert distant. Là, je m'aperçois que tous les experts sont occupés. Et par contre, je peux leur assigner une tâche. Je peux leur dire, voilà, vous devrez venir regarder ce moteur. Pour moi, c'est terminé. J'ai fini ma tâche. Et alors là, on me dit que ça a duré 1 minute 15, que j'ai complété 3 opérations. Et tout ceci a été envoyé au responsable de maintenance. Voilà, donc ça permet à un technicien qui est non expérimenté de faire même des tâches complexes, de faire sa tournée de maintenance directement dans l'usine et dans le casque avec l'accès à des informations qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas cet outil. Voilà, et avec cet outil, en fait, je peux aussi voir des pièces du moteur qui sont inaccessibles parce qu'ils sont derrière. Je peux ici voir l'axe qui est caché dans la machine. Je peux même passer sous la machine et aller, en fait, moi je le vois en 3D, ça fait un peu bizarre. Voilà, moi je peux passer sous la machine.
Voilà. Et donc moi j'ai mon environnement qui est ici sur mon poignet, qui en fait, je suis dans le cloud et dans un environnement voilà, qui est complètement virtualisé. Voilà, c'est terminé. Ben, merci Olivier. Merci. Donc c'était quelques exemples d'applications, donc on va prendre les questions, oui. Au bout de combien de temps vous avez absolument envie de sortir de ce truc-là? Au bout de combien de temps est-ce que vous avez envie de sortir absolument de ce truc-là? Ben ça c'est assez addictif. Alors contrairement à d'autres équipements qui sont d'ancienne génération où on peut les garder 1 heure, on fait sa tournée, on fait sa tâche de maintenance. Ça, alors j'ai commencé à faire des salons, j'ai fait le salon de Mulhouse, j'ai fait Global Industrie, je l'ai toute la journée et c'est complètement... par contre, voilà, on est dans un environnement jeu vidéo et moi je vois des choses en 3D que vous voyez. Et ça peut être enrichi voilà, du jumeau numérique voilà, qui sont conçus par des experts du métier du 3D CAD. Et là, on est vraiment immersif. On a passé une étape de la réalité mixte, on va dire. Oui, peut-être juste, alors, sur ce cas-là, les lunettes, c'est vrai que la restitution sur les écrans rend un côté un peu saccadé ou manquant de définition, et donc ça pose la question de la fatigue visuelle. Mais porteur de lunettes, moi-même, et avec ce type d'outillage, en fait, on a une qualité de vision qui est vraiment confortable. Alors, la question du poids à la journée, Olivier y a répondu, mais même pour les gens qui sont équipés d'aide à la vue, on a une qualité de restitution qui est vraiment très bonne. Il faut savoir, c'est qu'il reconnaît ma rétine et il suit mes yeux, ce qui n'est pas le cas pour vous. Oui. Moi, il bouge l'image et c'est mes yeux l'image suit mes yeux en fait. D'accord. Donc on voit la vibration de vos yeux à l'écran finalement. Exactement. Si mes yeux bougent, c'est ce que vous voyez à l'écran. J'ai pas suivi comment le jumeau numérique détecte la panne qu'il y a sur le moteur réel. Le jumeau numérique, c'est juste une aide. En fait, c'est les capteurs qui remontent dans le cloud. Ouais. Dans le cloud, on a mis un peu d'intelligence artificielle qui fait déjà de l'analyse de remontée de seuil et également qui peut faire de l'analyse d'un moteur qui est en fonctionnement normal et d'un moteur qui est en train de dévier et d'un moteur qui va casser. Donc là derrière, la force de ces systèmes, c'est qu'on est capable de faire de la connexion vers d'autres systèmes d'analyse qui sont dans le cloud par exemple. Mais on ne peut pas imaginer qu'il y a des capteurs qui transmettent aux jumeaux numériques en temps réel les problèmes. Si, alors ils peuvent transmettre en temps réel, mais après, il faut l'expertise des métiers. D'accord. Parce que ça peut être des machines très complexes. Ouais. Et cette expertise, effectivement, elle est faite par une approche métier. Qu'est-ce que vous faites le matin quand vous arrivez dans l'usine et si vous avez un problème? Donc on travaille avec les gens qui ont l'expérience. Et après, c'est aussi par l'analyse dans le temps des fonctionnements. En fait, on fait un jumeau numérique, mais de la partie data des moteurs. Donc un moteur qui est neuf, voilà, on enregistre les données et on voit qu'elles sont constantes, qu'il n'y a pas d'anomalie. Et les algorithmes sont capables de faire d'analyse statistique et de dire, et voilà, il y a une valeur qui varie dans le temps, qui est en train de dévier. Et sur les moteurs et les machines tournantes, on commence à avoir une grande maîtrise, enfin les gens qui font les logiciels ont une grande maîtrise. C'est la partie, les surtensions électriques, les roulements qui commencent à vibrer, des anomalies de température. Sur toutes les fiches techniques des moteurs, il y a une température maximale et certains moteurs s'arrêtent s'ils dépassent 55-60 degrés. Donc on enregistre ces données dans les algorithmes qui, eux, dès qu'ils détectent un pic, envoient l'alerte, comme on a vu tout à l'heure dans le casque. Et l'important, en fait, c'est il y a tellement d'alertes qui remontent que ce qu'il faut, ce qui arrive dans le casque, c'est vraiment les données pertinentes. Donc c'est pour ça qu'on parle de cockpit. C'est plutôt comme sur votre voiture, la vision tête haute, et vous avez uniquement les alertes qui sont importantes, et vous gagnez du temps sur la partie maintenance ou mise en route d'une machine, par exemple, ou formation d'une personne.
Où est-ce que vous en êtes globalement au point de vue du déploiement? Parce que là, vous parlez de quelque chose, dès qu'on parle d'une nouvelle machine, qu'on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il y a des apprentissages, il y a de la donnée d'information à récupérer derrière. Aujourd'hui, vous êtes en train, ce que vous évoquiez, de vous tester un peu aussi au point de vue de la présentation. Au point de vue du déploiement, qu'est-ce que ça a donné? Alors, il y a deux facettes dans la question. Oui. La première, c'est la connectivité. Est-ce que ce que l'on a montré nécessite la 5G? Ça fait un peu sens avec la question qu'il y avait eu avant. Pas forcément toujours. Et après, il y a les usages. Donc aujourd'hui, ce que l'on a montré sur la partie utilisation, si on fait abstraction du réseau, la démonstration qu'on a montrée là, elle marche à ce cas-là, hormis sur le grand nombre d'informations, la grande fluidité. Ça, aujourd'hui, c'est robuste, c'est en place. Ce sont effectivement des éléments qui sont très concurrentiels, dont des acteurs spécialisés qui vont faire le capteur de vibration machine tournante avec détection d'alerte automatique, ça existe. Vous avez des acteurs spécialisés du monde vibratoire qui ont d'autres approches plutôt algorithmiques sur la base de données qui sont collectées, en fait, avec moins d'intelligence à la collecte et plus d'intelligence dans le traitement back-office. Donc tout ça, aujourd'hui, a une forme de maturité importante pour tout ce qui est, on va dire, les machines standards, donc tout ce qui est machines tournantes, moteurs, éoliennes, ainsi de suite, parce que ça, c'est très réplicable assez facilement. Pour tout ce qui est, on va dire, du monde moins réplicable et qui serait machine tournante, donc tout ce qui est la gestion de tout ce qui est fraisage, toute la machine, usinage à haute rapidité, on est sur des choses qui sont quand même très spécifiques parce que suivant le matériau que vous usinez, la fréquence de vibration et ainsi de suite vont être différentes. Ça, c'est des choses qui résistent un petit peu plus au déploiement de masse parce qu'il y a plus de spécificité métier. Je ne sais pas si je réponds bien du coup à la question. Voilà. Et il y a toujours, et les choses ne sont jamais si évidentes, il y a toujours des choix à faire, de l'accompagnement pour réfléchir. On peut avoir dans ce métier-là, de la partie vraiment maintenance conditionnelle, une approche, je prends des capteurs intelligents. Donc c'est dans le capteur que j'ai acheté chez le fournisseur qui a l'intelligence et il ne me remonte que les alertes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il me remonte que les alertes, c'est une approche. Ou alors, si vous avez d'autres approches qui, à l'opposé complet, je prends un capteur basique, il me remonte toutes les informations à haute fréquence et c'est moi qui décide ce que j'en fais et comment je les arbitre. Voilà. Et donc vous avez finalement dans ces métiers de l'industrie et de la digitalisation toutes ces facettes-là aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elle dépend vraiment du contexte du client. Vous avez peu de machines et pas de capacité, on va dire, à déployer de l'intelligence artificielle et donc de l'informatique. Tant vaut-il prendre le capteur qui fait déjà très bien le job. Si vous en avez besoin d'une dizaine, ça ira très bien. Vous avez un parc plus important, très hétérogène de machines avec des spécificités. Il faut peut-être envisager les choses différemment avec un peu plus de customisation. Des capteurs plus simples et finalement une intelligence qui va venir par-dessus derrière pour l'agréger. Voilà, donc là, en termes de maturité, là, toutes ces questions-là maintenant sont bien cernées. Il y a quand même des domaines techniques qui résistent à ces approches-là parce que trop spécifiques, trop spéciales. Et sur une fraiseuse, on ne peut pas mettre un capteur trop lourd parce qu'il va autant déstabiliser la machine que collecter de la donnée, puis ainsi de suite. Et puis vous avez également les machines qui sont très fermées. Alors je pense à l'usinage aéronautique par exemple, on s'y était retrouvé confronté. Les machines qui refont en maintenance les palettes des turbines d'avion, ce sont des machines clés en main, des très grosses machines. Et celle-là, c'est un monde totalement fermé. Le fabricant, pour éviter toute perturbation, la sécurise complètement. Et ce sont des machines qui sont difficiles à instrumenter. Pour autant, si vous ne voulez pas passer sans arrêt par le fabricant, il peut être envisagé d'autres astuces pour essayer de collecter un peu de données, par de l'instrumentation ou de l'instrumentation supplémentaire. Voilà, donc tout est toujours une question vraiment de facilité ou difficulté à réaliser pour le gain qu'on va obtenir. Et il y a toujours un ensemble de choix, un ensemble de possibilités. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? J'ai une question. Est-ce qu'on peut brouiller la 5G comme on pouvait brouiller la 3G se brouillait assez bien avec un émetteur un peu brutal. Est-ce qu'on peut le faire en 4G ou en 5G ? Alors, la réponse est évidente. Oui, bien sûr. Après, c'est quel niveau technologique il faudra pour le faire. Parce que oui, je veux dire, ça reste des ondes. Si on a quelqu'un qui est expert en ondes, qui a des moyens illimités comme un État, et qui est moyen d'avoir des propulsions d'ondes exactement en sens inverse, avec un gros moteur pour calculer exactement ce qu'il faut, on brouillera tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que la 3G, il suffisait d'avoir l'émetteur sur la fréquence qui était assez violent. Je pense qu'en 4G, en 5G, ça ne marche plus parce qu'on doit avoir l'étalement de spectres. On est vraiment sur des spectres différents, sur des modulations différentes, mais ce sera toujours brouillable, bien évidemment. Oui, non, mais je veux dire, brouillable, c'est pas brouillable simplement, quoi.
Voilà, ce n'est pas accessible à n'importe qui, tout à fait. Et puis, quelle puissance il faudra pour brouiller, puisque suivant les configurations, du coup, il peut y avoir cette question-là. Si l'antenne est vraiment très proche de l'utilisation, on détectera facilement si quelqu'un vient faire un brouillage et ainsi de suite. Mais c'est pas des questions... Vous allez me dire qu'avec le câble, il y a des formes de simplification sur cette notion de l'interférence qui vient de l'extérieur, mais on peut avoir aussi une capacité tout à fait aussi importante à brouiller une circulation d'informations sur un câble. Oui. L'optique est probablement le plus résistant aux perturbations extérieures. Sauf le tractopelle. Oui, sauf le tractopelle. Il y a d'autres façons de... C'est une sorte de vibration, mais c'est un seul coup. Mais c'est un cas concret qui est déjà arrivé... pas que dans l'industrie, et il y a un moment où parfois, le tracto, il passe. Merci. Je pense qu'on peut...